Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle tir à 18 mètres, préparation et organisation. Saison 5, épisode 2, c'est parti. Salut les archers, salut les toxophiles, Mathieu espère que vous allez bien, et moi aussi. On l'accueille pour un nouvel épisode de cette nouvelle saison. Ça fait très longtemps qu'elle n'est pas venue, un peu trop à notre goût. Elle a réussi à nous trouver un petit creux dans son planning. Salut Stéphanie, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va très bien, oui j'ai dit planning au lieu de planning, c'est bon. Donc c'est le petit creux, moi, qui m'a perturbée, mais Comment ça se passe ton début de saison? chargé, chargé. Un peu moins qu'avant, mais quand même encore, chargé, mais c'est chouette. Cool. Au jeu de la courte paille, lui il dirait qu'il a gagné, qu'il a perdu, moi je dirais qu'il a plutôt gagné. Du coup, c'est pas lui qui anime l'émission ce soir. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Nico, ça va et toi? Eh ben, ça va bien. Qu'est-ce que ça fait d'être assis à côté du conducteur? J'ai le temps d'appuyer sur les boutons et sur les bons boutons, en fait. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pratique. Cool. Alors, on attaque, cette émission. On vous avait déjà donné le thème avant. On va parler de la saison salle. Alors qui, pour le coup, petite expression qui ne s'appelle plus la saison salle, mais en fait qui s'appelle saison tir à 18 mètres, puisqu'il y a des endroits où ils font du tir à 18 mètres, pas en salle. On salue nos amis de La Réunion et de Tahiti et des autres îles où ils font du tir à 18 mètres, dehors ou sur la plage ou voilà. Alors, Salut. dans d'autres fédérations, ils tirent pas à 18 mètres, ils tirent à 15 mètres. Donc coucou à nos amis de l'UFOLEP C'est vrai aussi. et et historiquement, je sais pas si vous vous souvenez, bande de vieux, mais à une époque, on tirait, à 18 et 25 mètres en salle. Toujours un peu le cas, dans début du mois de novembre, il y a un club des environs qui organise un fit à Stal avec, un départ à 18 et un départ à 25. Un nom, on veut un nom. Le club de Chaponneau. Bon, C'est le Ah oui, week-end du 15-16 novembre, je crois. heu, du coup, émission, 100 lyonnaise ce soir. Oui, oui, Pour ceux qui ne savent pas, vous faites un rond de 10 kilomètres, de diamètre et on est tous dedans. 8 kilomètres. Ah 10? Ah peut-être un peu plus peut-être. c'est un peu plus loin, moi, ouais. Allez, je vous le donne à 15. Il y en a un peu plus et on vous le laisse. Donc on va parler de la saison salle et de la saison, tir à 18 mètres ou tir à 15 mètres ou tir à 25 mètres. On va essayer de balayer un petit peu tout ça pour comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un point de vue, sportif, réglementaire et matériel pour vous aider un petit peu à avoir la meilleure saison possible. On va passer avec le démarrage de la rentrée. Comment est-ce qu'on s'entraîne à la rentrée? Comment est-ce qu'on reprend après les vacances, Stéphanie? On reprend principalement à courte distance. Moi, j'ai une petite préférence pour le redémarrage à 5 mètres, pour plein de raisons, parce que 5 mètres, on ne se prend pas la tête avec la visée, on peut tirer les yeux fermés pour retrouver la gestuelle des fins de saison. Ça permet de refaire du volume aussi pour pouvoir reprendre un petit peu le physique. Et du coup, effectivement, avant toute chose, ça va être principalement la reprise du physique qui va être importante. Alors, ceux qui ne s'arrêtent pas, tant mieux, il n'y a pas de physique à reprendre, il n'y a que du renforcement pour faire, pourquoi pas, évoluer la puissance. Mais majoritairement, il y a quand même encore beaucoup d'archers qui s'arrêtent Pendant au l'été? minimum 15 jours. Donc, du coup, on perd vite, hein. En 15 jours, ça dépend des puissances qu'on tire. Donc, pas hésiter à refaire du physique, aussi bien du physique spécifique, donc c'est-à-dire avec l'arc dans les mains. Ça peut être du tir à volume à courte distance, ça peut être des temps de tenue, en tirant ou pas les flèches. Et après, ça peut être du physique tout simplement général avec du cardio, du renforcement musculaire, du gainage, ce genre de choses. Est-ce que tu as des petites astuces pour, justement quand on part en vacances, par exemple, et que c'est un peu compliqué d'emmener une cible et un arc, généralement les enfants sont pas très contents de passer 4 heures dans la voiture avec la stab de papa qui leur rentre dans le nez ou de maman. Est-ce que tu as des petites astuces pour, garder un peu de physique et pas trop perdre pendant les vacances? Principalement sur le monde, PPG, ce genre de choses. Heu, Préparation physique générale? oui, pardon, PG?
fait préparation physique générale, donc ça va être des circuits training, gainage, sans oublier les exercices de base du tir à l'arc et qui vont être le grand dentelé et la décoaptation. Donc grand dentelé qui fait mobiliser les omoplates d'avant en arrière et la décoaptation de haut en bas. Et puis après, ça va être principalement ça, hein, parce que on peut prendre un élastique éventuellement pour faire des pseudo-temps de tenue, mais le problème de l'élastique, c'est que c'est très facile. On peut alourdir en prenant une bouteille d'eau qu'on accroche au poignet qui pend. Ça permet d'avoir un poids qui ressemble un peu à l'arc, mais ça reste quand même très, très différent. Donc, si on ne peut pas prendre l'arc, il faut rester sur de la PPG. Ok. J'ai une question technique. Tu disais de prendre une bouteille d'eau. Est-ce qu'il faut prendre une bouteille d'eau du même poids que son arc ou on prend une bouteille d'eau plus légère que son arc quand on est à l'élastique? Alors, ça dépend des personnes, mais globalement, ça va être des bouteilles d'eau. On va prendre une bouteille d'eau d'1 litre et qu'on va remplir de 3/4 quasiment. Pas forcément totalement. Et après, faut que parce que le problème de faire ça, c'est qu'en fait, l'élastique, il va pas te permettre d'équilibrer le poids de la bouteille d'eau. Contrairement à quand tu as l'arc dans les mains, dès que tu tires sur la corde, si le poids est à peu près cohérent avec la puissance, tu vas équilibrer et du coup, tu vas avoir un effort qui va être réparti sur les 2 épaules, sur les deux blocs, le bloc avant, le bloc arrière. C'est pas forcément le cas avec un élastique et une bouteille. Donc, c'est à faire avec parcimonie et sans trop forcer pour éviter de créer en fait des décalages au niveau des épaules parce qu'on a du mal à résister au poids. Ça peut être l'intérêt justement des systèmes. Alors, on peut dire les noms, mais comme le Pédago ou l'Elast Trainer, par exemple, où Oui. tu peux augmenter un petit peu. Par exemple, moi, sur mon Pédago, j'ai réussi à mettre 2 élastiques en même temps, donc du coup, j'ai vraiment beaucoup de résistance et ça ne veut pas que ça prenne plus de place. Ça peut être intéressant de se. C'est mieux que rien, clairement, mais ça vaut pas des temps de tenue avec l'arc. Oui, Par contre, effectivement, si vous pouvez avoir un pédago, ça c'est top. D'autant plus qu'en fait, une bonne répétition à l'élastique ou avec le pédago, ça équivaut à une bonne flèche bien tirée. Donc ça permet de continuer en fait à pratiquer entre guillemets le tir à l'arc et surtout à continuer à progresser malgré le fait de ne pas tirer de flèche. Par contre, ça veut dire être exigeant sur la manière dont on l'utilise, le même positionnement que quand on tire, la même exigence au niveau des contacts, le même relâchement, pour pouvoir vraiment continuer à progresser positivement. ok. C'est ça, en fait, ce qui est important, même quand on fait du volume, c'est qu'il faut garder vraiment un investissement dans la qualité qui est hyper important, quoi. Ouais. De gens qui tirent du volume pour du volume, et en fait, qui balancent du tube, juste pour dire j'en ai fait 200 ou 250. En Sauf fait, que ça sert à rien, ça. c'est ça. Ça fait juste du physique, mais ça dégrade la technique. C'est ça, exactement. Petite question, c'est quoi un pédago? Pour des gens comme moi qui savent pas ce que c'est. Je l'ai pas là à côté de mien, le pédago. En fait, c'est un système de grip. Alors, il est ambidextre, de grip, en fait, avec des élastiques Un qui sont accrochés dessus, qui sont dans un guide. Donc, en fait, ça te permet de te mettre en position et même de libérer. Ça maintient l'élastique. Tu ne te prends pas l'élastique dans le bras. Et tu as une forme de grip, vraiment véritablement de grip de tir à l'arc dans la main, en fait. OK, je te remercie. Voilà. Très bien. Ok. Bah, on continue l'entraînement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait après? Après avoir repris du physique? Ouais. Après avoir repris D'accord. On fait ça jusqu'à quand? ouais, ça va dépendre des personnes, mais globalement, si vous reprenez, le 2e week-end, enfin la 2e semaine de septembre, on est sur le physique quasiment jusqu'à début octobre, voire mi-octobre, quoi. Mais c'est pas parce qu'on fait du physique qu'on n'injecte pas la notion de technique dedans. C'est juste que la technique est pas la priorité, en fait. La priorité, ça va vraiment être de renforcer la capacité à maîtriser l'arc et non pas à se faire maîtriser par l'arc. Là, on est pour un archer, alors j'aime pas trop dire ça, mais pour un archer moyen qui va s'entraîner 1-2 fois par semaine. La plupart, je pense que c'est 1 fois par semaine. Ouais. OK. Oui. Après, c'est comme tout, hein, c'est adapté et adaptable à la personne qu'on a en face de nous. Donc il y a des gens avec qui je vais pousser le physique un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps, parce qu'il y a aussi peut-être, de ma part, l'objectif d'augmenter la puissance, soit pour le passage à l'extérieur, soit pour d'autres raisons. Il y a des personnes qui très rapidement, en fait, on va mettre le physique un petit peu de côté. Mais après, le physique, c'est pas forcément si on s'entraîne pendant 2 heures, c'est pas forcément 2 heures, en fait. Ça va être sur une séance, ça va être des temps de tenue en fin de séance. Le reste de la séance, on va être sur du volume avec des injections
de consignes techniques générales axées à tout le monde, qui vont être la notion d'organisation, chemin du viseur, gestion de la stabilité du viseur, libération, relâchement, choses un petit peu générales et globales. Et puis après, d'autres séances, ça va être les temps de tenue en milieu de séance ou en début de séance. D'autres séances, les premières séances de septembre, on est minimum 1 heure sur les 2 à 5 mètres, avec moi en l'occurrence, et avec certains de mes collègues que je connais bien. Et après, on repasse à 18 mètres. Les premières séances de septembre, je suis que à 5 mètres pendant 2 heures quand j'arrive à tenir les archers. Sinon, c'est au moins 1 heure à 5 mètres, et après, on repasse à 18 mètres. Et petit à petit, on va faire de moins en moins 5 mètres. Puis après, c'est pareil, hein. Si j'ai la chance d'avoir des cibles mobiles, il y en a qui font plus de 5 mètres que d'autres. Oui, c'est évolutif en fonction des évolutif et adapté, quoi. C'est ça. Par contre, ce que j'aimerais bien, moi, c'est que les gens comprennent que le 5 mètres, en fait, c'est pas une punition d'une. Et il n'y a rien de mieux pour progresser en tir à l'arc que le 5 mètres. Parce que ça nous fait renforcer le physique, parce que ça nous fait prendre conscience du lâcher-prise au niveau de la visée, parce que ça nous permet de mettre les choses en place très facilement. Et parce qu'en fait, c'est top, quoi, le 5 mètres. Donc, il ne faut pas le prendre comme une punition. Bien au contraire. C'est souvent le risque et l'attitude, c'est que les gens, ils ont très, très rapidement envie de... On a envie de tirer sur du blason, en fait, rapidement. Mais c'est contre-productif, un peu. Alors, oui, on a tous envie de tirer sur du blason rapidement. Mais moi, perso, en tant qu'archère, et là, je ne parle pas de moi en tant qu'entraîneur, je parle en tant qu'archère, je n'ai pas envie d'aller sur le blason si c'est pour me casser la figure et m'en prendre plein la gueule parce que je ne mets pas mon arc et que mes flèches vont n'importe où, en fait. Et excusez-moi du gros mot, mais là, pour le coup, il y en a plein qui vont se faire mal devant un blason, tout seuls comme des grands, et qui après râlent parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont fait, mais en fait, ils ne sont pas prêts à aller chatouiller le blason. C'est quand même plus intéressant de se dire on se prépare pour que le moment où on passe sur le blason, en fait, on soit content de ce qu'on fait et qu'on apprécie ce qu'on fait. Voilà, enfin, c'est mon avis à moi en tant qu'archère. Bien sûr. Entraîneur aussi, hein. Je ne vois pas l'intérêt de faire des choses qu'on ne maîtrise pas et de se dire bon de toute façon j'y arrive pas, plutôt que de se préparer pour se dire en fait j'y arrive si je suis prêt, quoi. Ouais, parce qu'en plus ça va avoir un effet derrière contre-productif de baisse de morale, de baisse de motivation, alors que il va falloir attendre juste un tout petit peu plus et c'est pertinent, quoi. Après ça peut arriver des accidents même si on pense être prêt de se ratatouiller en compétition, hein, mais en fait on sera jamais bon tout le temps. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview, alors je ne me rappelle plus, d'un sportif en biathlon. Et en fait, ils vivent vachement bien la contre-performance parce qu'en fait, déjà, ils n'appellent pas ça une contre-performance. Ils appellent ça, aujourd'hui, j'étais pas bien, j'étais pas dedans, j'étais fatiguée. Ça n'a pas fait comme d'habitude, ok. Ça ne veut pas dire que demain, je ne serai pas capable de le faire. Donc déjà, sortir la notion de contre-performance, c'est intéressant parce qu'en fait, oui, il y a des jours où ça ne marche pas, oui, il y a des jours où on essaye, il y a des jours où on n'est pas là, il y a des jours où on est fatigué. Ok, en fait, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le lendemain, on ne va pas être bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer. En fait, il faut arrêter de s'auto-flageller, s'auto-rabaisser en permanence, alors qu'en fait, c'est pas grave. De temps en temps, ça ne marche pas. On continue à s'entraîner et ça finira forcément par marcher. Enfin, moi, c'est pour ça que je continue à m'entraîner. C'est pas parce que je veux me prouver que j'y arrive pas, c'est parce que je veux me prouver qu'en fait, j'y arrive et que si de temps en temps, j'y arrive pas, tant pis. C'est la vie, quoi, je crois. Oh, c'est beau. N'est-ce pas? Ok, donc on fait du physique, on est jusqu'à mi-octobre. Ouais, à peu près. Quand on a fini le physique et qu'on a des épaules comme as, on fait quoi après? Alors non, on n'a pas des épaules comme as, on a un dos bien renforcé par contre. Comme ça plus? Oui, on est non comme ça, plutôt, tu vois, genre normal en fait. Ok. On maîtrise son arc en fait. On va passer sur la technique, et la technique, ça va être soit travailler des choses qu'on n'a pas eu le temps de travailler avec les archers sur les autres saisons, mettre en place des choses avec des nouveaux archers, ou alors continuer à renforcer ce qu'on a mis en place les saisons d'avant et qu'il faut continuer à optimiser. Donc, c'est l'injection du travail technique en fait. Et cette injection du travail technique va avoir un lien direct avec les différents points de la stratégie de tir, par exemple. On va peut-être redévelopper, remodifier, réaméliorer. Est-ce que peut-être on peut repréciser rapidement quelques mots ce qu'est la stratégie de tir? Je ne suis pas sûr que ça parle forcément à tout le monde. Alors, la stratégie de tir, c'est ce sur quoi l'archer doit s'investir mentalement
pour réaliser une bonne flèche. Et une bonne flèche, c'est une flèche qui va dans la zone de réussite. Ok. Ça veut dire qu'un archer qui va en compétition, qui n'a pas de stratégie de tir, c'est un archer qui n'est pas prêt à aller en compétition. Ah ah. Une stratégie de tir, en fait, elle va évoluer en fonction du niveau, aussi bien du niveau de pratique technique que du niveau de perf. Elle va évoluer avec l'archer en fonction des années de pratique, en fonction des modifications. Et en fait, c'est pour schématiser grossièrement les choses, c'est un peu la bouée de sauvetage entre guillemets de l'archer, même si c'est pas vraiment une bouée de sauvetage, c'est juste la bouée de l'archer qui fait que ben voilà, moi je vais en compète pour réaliser ça. Et ça, c'est ma stratégie de tir. Et quand je fais ça, je sais que ma flèche est dans ma zone. Donc si ma flèche est dans ma zone, je dois être content. Et du coup, ben, si ma flèche est dans ma zone, ben, ça veut dire que j'ai bien travaillé, j'ai bien fait ma stratégie de tir, donc je peux continuer à tirer. C'est important, c'est qu'il ne faut pas confondre dans ce que tu dis, du coup, stratégie de tir et séquence de tir. C'est pas la même chose. Non. Séquence de tir, c'est la décomposition du mouvement. Je fais attention à mon bras, là, comme ça, mes doigts comme ci, tac, tac. C'est séquencé. Là, c'est vraiment des points mentaux, des attentions mentales Alors, sur lesquelles. ouais, globalement, la stratégie de tir pour les compétiteurs, c'est 1 à 3 actions. 1 à 3 actions, et je dis bien actions, sur lesquelles il doit s'investir. Donc souvent, c'est en rapport avec l'équilibre des forces, la continuité, ce genre de choses, en fait, qui est le fondement même du tir à l'arc, qui est un sport de mouvement, en fait. Ok. Ok. Et après, elle est propre à chacun, elle est exprimée par l'archer et elle doit parler à l'archer. Donc, Oui, ça veut on ne peut pas imposer une stratégie de tir à un archer, c'est lui qui la trouve tout seul, quoi, au fond de lui-même, dans son fort intérieur. exactement. Et l'entraîneur va quand même l'asticoter et le questionner pour faire sortir des choses, mais c'est l'archer qui va Voilà, de toute façon. verbaliser. Les entraîneurs, ils sont toujours là pour asticoter tout le temps. Et ouais, on aime bien asticoter. C'est pour ça que vous faites ce métier, de toute façon. Bien asticoter les gens. Peut-être. Je ne sais pas si c'est à force de faire ce métier qu'on devient comme ça ou si c'est parce qu'on est comme ça qu'on fait ce métier. Je ne sais pas. À proposer au prochain colloque avec l'équipe de France, comme discussion. Peut-être. Peut-être. Et du coup, c'est quand on a un petit peu travaillé la. Donc là, on commence à travailler un petit peu la technique, mettre des points techniques un petit peu. On réfléchit avec l'entraîneur, ce qu'on veut travailler. C'est plutôt l'entraîneur qui guide. Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un petit peu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément d'entraîneur non plus. Comment est-ce qu'on peut essayer de savoir un peu ce qu'il y a à travailler? C'est difficile, hein? Techniquement, Ouais. techniquement, c'est compliqué quand tu es archer de savoir ce que tu as travaillé techniquement, parce que tu n'as pas le regard extérieur en fait. Mhm. Okay. Moi, je suis entraîneur, pourtant j'ai besoin d'un entraîneur. Je ne peux pas être vieux quand j'ai un arc dans la main. J'ai besoin du regard extérieur. Donc, quand on n'a pas d'entraîneur, j'en suis bien désolée, mais c'est beaucoup plus compliqué en fait. Après, vous avez forcément des petites idées de ce qui ne fonctionne pas et dans ce cas-là, les travailler. Mais globalement, sur le point technique, c'est plutôt l'entraîneur qui va décider et il n'y a pas forcément une discussion avec l'archer. N'hésitez pas. L'archer a besoin de comprendre les choses, hein, bien sûr. On n'est pas des dictateurs, hein, mais. Ça, on l'a dit plusieurs fois, on le répète assez régulièrement. N'hésitez pas à contacter vos comités départementaux, vos comités régionaux. Il y a très certainement des stages qui sont organisés d'entraînement, d'encadrement, même ponctuels, des petits trucs pour vous aider. Toutes les régions essayent de dynamiser le. Et puis des fois, ça se passe peut-être pas dans votre région, mais la région d'à côté, des fois, a des choses et accepte les gens extérieurs aussi. Hein. C'est Faut vrai. pas hésiter à poser des questions. Après, ça fait peut-être un peu plus de route, mais. Vous pouvez appeler Stéphanie aussi, elle l'aide. Elle essaye. Mais après, j'ai de moins en moins de temps pour aller voir tout le monde, en fait. Ah, je viens de recevoir un message d'un archer de Brest qui demande combien tu prends en frais de déplacement, Stéphanie. Bref, ça fait un peu loin quand même. C'est joli, il y a le soleil et tout, les palmiers, les plages. Alors non. À Brest, il y a des palmiers? Alors déjà, le soleil, non. Voilà, on a perdu tous les archers bretons dans l'émission, merci. Ah, mais la Bretagne est très jolie, hein, mais j'ai jamais vu de palmiers en Bretagne, personnellement. Mais... Il y a bien un endroit où il doit y en avoir. Non, mais oui, il ne faut pas hésiter à contacter même les. Enfin, je sais que nous, dans le département, on a des groupes d'entraînement et on accueille très volontiers ceux des départements d'à côté, quand on a de la place. Pour les jeunes, pour les adultes. Mm. Du coup, j'en profite, je lance un petit défi aux gens qui nous écoutent. S'il y a un breton qui voit un palmier,
qui nous partage la photo en nous disant où est-ce qu'il est. Non, mais oui, un palmier en Bretagne, hein, parce Oui, un que. palmier en Bretagne, oui, bah oui, par devers chez lui. Et un vrai palmier, ni en Oui, plastique, ni dessiné, ni rien touché. un vrai palmier qui pousse. Faut qu'on le voit pousser sur la photo. Et pas un en pot. Bon, on commence à. En pot aussi, c'est accepté, mais il faut que ce soit un vrai. Ouais, mais tu vas dans n'importe quelle jardinerie, tu trouves un palmier, quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour parler palmier. Mais... Non, on a déjà évité le sujet de la lessive et des différentes machines à laver tout à l'heure. Alors, on continue. Du coup, maintenant qu'on a commencé à intégrer un petit peu de trucs techniques, est-ce que c'est là qu'on va commencer à s'occuper un petit peu de son matériel? Un peu plus tard? Ça peut être la transition entre le physique et le technique aussi, hein. Un peu avant la technique? Ouais, ça peut. En fait, le matériel, l'important, c'est pas forcément après le physique, avant le technique. C'est juste que ça doit être fait bien en amont des débuts de compète, en fait. Ça va être fait avant les débuts de compète pour avoir de la confiance, mais à un moment où on maîtrise son art. Oui. Donc, il faut avoir suffisamment de physique pour J'y arrive, maîtriser son acte et pas sûr. être pas en plein milieu d'une modification technique. On ne sait plus comment on met ses mains, comment on met ses trucs. À ce moment-là, c'est pas pertinent. C'est sûr. Donc, c'est le moment où on règle le matériel. C'est vraiment, je vais prendre un peu la suite, c'est vraiment un point important. Steph en parlait, je sais plus si tu as parlé tout à l'heure des 5 piliers de la performance, pas encore? J'en ai parlé en off, oui, les 5 En facteurs. mais tout à fait. Le matériel, c'est, donc on y arrive, je veux dire, un des 5 piliers de la performance, donc c'est 20 de votre performance. Comment? Les facteurs. Je dis pilier, pourquoi je dis pilier? Je Ouais, comprends, un des facteurs de la performance qui livre le courrier, les scores et tout ça. Donc c'est 20 de votre performance. C'est un petit peu dommage de passer à côté. J'entends très souvent, moi, les archers qui disent: «Oh oui, mais avant de régler l'arc, il y a plein d'autres trucs à régler, sur le bonhomme d'abord». Alors très certainement, il y a bien souvent bien plus de trucs à régler sur les bonhommes que sur les arcs. Mais les arcs, c'est aussi très important. Alors l'idée est pas de passer, à chaque fois, 6 heures sur votre arc. Il faut juste que, vous soyez, confiant, en fait, avec le réglage de votre arc, pour pas que ce soit quelque chose que vous remettiez en cause ou qui puisse vous prendre la tête, plus tard. Comme le physique, qui est un des facteurs de la performance, on le travaille beaucoup en début de saison, comme l'a dit Stéphanie, pour maîtriser son arc et après ne plus avoir à s'en préoccuper et ne plus risquer alors ça peut toujours un petit peu arriver, mais de limiter la fatigue. Si vous arrivez en compète alors qu'au bout de la première série, vous êtes rincé, en fait, forcément, la deuxième série ne sera pas qualitative. Enfin, si vous arrivez en compète et que vous n'êtes pas sûr du réglage de votre arc, ça ne vous met pas en confiance, ça ne vous met pas dans une démarche positive pour être performant. Globalement, les réglages vont être les mêmes que en extérieur. Il n'y a pas de réglage spécifique tir à courte distance, à 18 mètres ou en salle, comme vous voulez. Généralement, on baisse un petit peu la puissance. Il y a des gens qui baissent un petit peu la puissance quand ils sont en salle par rapport à leur saison extérieure de l'année précédente. Donc ça peut valoir le coup de faire un petit check sur le vol de votre flèche. Oui, Mathieu. Est-ce que, c'est pas intéressant justement de baisser, comme l'expliquait tout à l'heure Stéphanie, en début de saison et de profiter de l'avancement, en fait, de ta saison pour pouvoir monter ta puissance tranquillement? Si, si, globalement, si. Après, c'est pareil, hein, il faut arriver à se dire que baisser la puissance, c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est pas qu'on est nul. C'est qu'à un moment donné, si on maîtrise pas son arc, on n'est pas performant, on n'est pas capable de mettre en place la technique et donc on n'avance pas. Et en plus, on risque des blessures. Alors que si on maîtrise l'arc, on va réussir plus facilement à tirer, on arrivera à mettre des choses techniques en place, en plus, il n'y a pas de risque de blessure et on avancera beaucoup plus vite. Donc oui, effectivement, moi, en début de saison, ça dépend des archers. Il y en a et on baisse la puissance ou alors on enlève les latéraux aussi parce que c'est trop lourd sur la reprise. Et petit à petit, on réinjecte tout ça avec la reprise du physique. Mais bien sûr que si. Et c'est pas grave. Non, et c'est même important, ce qui est le plus important, c'est de comprendre, comme dit Steph, les consignes, elles s'adaptent à l'archer. Le matériel aussi, en fait, Mm. il est là pour s'adapter à vous et pour vous correspondre à vous, et surtout pas l'inverse. Ouais, Pas c'est clair. se forcer à tirer avec un arc lourd si c'est pas confortable, parce qu'un arc lourd c'est mieux. Bah, en fait, non, si c'est plus confortable, un arc un peu plus léger, ou plus comme ci, ou plus comme ça. Enfin, il y a pas, vraiment, faut que ça.
C'est le matériel qui s'adapte, c'est ça qui est bien le tir à l'arc, c'est tout, c'est ça s'adapte à la personne qui pratique et c'est notamment l'intérêt, c'est ce qui permet de pratiquer jusqu'à vieux, encore plus vieux que Mathieu, par exemple. C'est le plus vieux ce soir. Je pote beaucoup, mais c'est quand même le plus vieux. Et ça arrive à tout le monde, hein. Moi, j'ai baissé de 1 livre et demi, il y a pas plus tard que mercredi parce qu'en fait, j'en galérais avec mon arc, j'y arrivais pas, j'ai de moins en moins d'entraînement parce que de moins en moins de temps et en fait, j'avais pas envie de passer du temps à lutter. Donc j'ai baissé l'arc et depuis, je reprends plaisir à tirer des flèches, j'en tire plus, je me sens bien et voilà. Et ça veut pas dire que je augmenterai pas la puissance si j'en ai besoin ou pas, j'en sais rien, on verra comment ça C'est évolue. plus pertinent, ouais, bien sûr. Il faut que ça reste confortable, quoi. Votre arme soit confortable à tirer. En fait, tirer de la puissance si on la maîtrise pas, contrairement à ce que certains, ce que je peux entendre sur les pas de tir, c'est pas parce que je tire puissant que je vais être performant. Si vous maîtrisez pas la puissance, ça marchera pas. C'est comme si vous étiez en ski, vous maîtrisez pas votre vitesse, vous allez quand même finir par vous prendre le sapin si vous n'arrivez pas à freiner avant, quoi. Sapin, pour pas dire quelqu'un d'autre. Et c'est pareil en voiture, en fait. Si vous maîtrisez pas la vitesse de la voiture, et ben en fait, ça sert à rien d'accélérer parce que c'est plus dangereux qu'autre chose. Si je reprends la publicité d'une entreprise de pneumatiques, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exact. Euh, On t'a coupé, on te rend la parole. Non, mais c'était tellement beau quand vous parliez. Je bois vos paroles, hein. Si, je voulais juste revenir sur un truc sur le matériel en salle. Bon, on va pas faire un cours de réglage, mais c'est voilà, c'est le moment de régler son matériel. Globalement, il n'y a pas du matériel plutôt spécifique salle, à part flèche alu. Voilà, c'est à peu près le seul accessoire qui va être spécifique pour la salle. On avait déjà eu, quand on avait reçu Alicia Baumer, je crois que c'était Hervé qui nous avait fait l'explication sur les tubes alu, hein, assez technique sur les différents tubes. Globalement, moi, je voudrais juste péter une idée reçue, bien fort, bien la casser en deux et en faire des petits copeaux. Vous ne ferez pas plus de points en tirant des tubes alu que des tubes carbone. Voilà. En tout cas, il est en train de chercher les cordons d'1,5 cm. Ça n'existe pas, les tubes Le alu. seul intérêt du tube alu, alors il y en a deux, c'est qu'il va beaucoup moins s'user dans la paille que le tube carbone, et ça coûte moins cher que des tubes carbone. Donc globalement, financièrement, c'est très intéressant. Mais le deuxième, c'est que comme c'est un tube qui est plus lourd, ça va vous faire un arc qui va être un peu plus doux et un peu plus stable au tir. Il va être un peu moins nerveux. Donc après, c'est une sensation qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais globalement, le tube alu étant plus technique, ben, si vous faites la même erreur avec une flèche carbone ou avec une flèche alu, ben, la flèche alu va aller plus loin que le tube carbone. Donc en fait, vous n'aurez pas plus votre cordon que si vous l'aviez tiré avec une flèche carbone. Je sais qu'on a pas mal de autour de Lyon, je sais pas trop si ça se fait dans d'autres régions. On parle, nous, à la fin de chaque concours, on a un petit jeu qui est la flèche éliminatoire. Et on râle souvent quand on tombe quelqu'un qui tire un tube alu parce que lui, on a la flèche au même endroit, mais comme lui, il a un tube plus gros, il touche le cordon. Bah, en fait, s'il touche le cordon, c'est juste parce que du coup, il a mieux tiré que vous et du coup, il est un petit peu plus près et qu'il touche le cordon avec son gros tube alu. Donc, voilà, le tube alu a la contrainte aussi d'avoir que vous allez devoir régler votre arc pour les tubes alu. Et quand vous allez passer dehors, il va falloir tout recommencer pour vos tubes d'extérieur. Du coup, Après, la contrainte, excuse-moi, je te coupe la parole, mais l'avantage financier, on l'a beaucoup moins dans le sens où il faut acheter 2 jeux de tubes. il faut acheter 2 jeux de tubes, mais du coup, ils vont durer plus longtemps quand même les deux. Ouais. Alors, c'est comme ça que je tire et clairement, mes tubes alu, me permettaient de faire tenir, en fait, mes ACE au moins 4 ans. Parce que c'est comme on tire en salle, alors ça, c'est pour ceux qui tirent dans la paille, ceux qui ont la chance de tirer dans la mousse, dans leur club toute l'année et en compète, ça change rien du tout. Mais pour ceux qui tirent dans la paille, les tubes alu à 18 mètres, les tubes carbone à 18 mètres qui arrivent à grande vitesse à 200 km/h dans la paille, ça les chauffe bien et ça use plus vite, même que de tirer en extérieur. Mais donc, voilà, c'est le seul matériel qui peut être un peu plus spécifique pour de la salle. Oui, Stéphanie? Ouais, moi je voulais juste dire que l'alu, attention, c'est pas recommandé pour toutes les puissances, hein. Aussi. Et Bah, comme tu
est plus lourd, ok, l'arc est plus stable, mais ça met plus de temps à sortir de l'arc. Donc tous les Oui, mouvements parasites finissent dans la flèche et c'est là où l'erreur est moins pardonnée, quoi. c'est pour ça Donc, que c'est plus technique. euh, Et il faut aussi utiliser des tubes adaptés. Vous allez augmenter cette exigence si vous. Ouais, non, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des tubes alu parce que c'est plus gros et qui vont prendre des tubes alu ou des spins plus rigides et d'autant plus gros en mettant des pointes hyper lourdes à l'avant pour récupérer, pour avoir le tube le plus gros possible et récupérer de la souplesse. Alors ça peut marcher en poulie parce qu'ils ont une libération mécanique. Mais en classique, ça marche pas parce que du coup, si vous avez une masse à l'avant qui est beaucoup plus lourde, en fait, l'avant ne va pas se déformer et toute l'erreur que vous allez mettre et la déformation de la flèche qui est pas bonne, elle va se faire à l'arrière. Donc votre flèche va prendre un angle complètement bizarre et c'est ça qui fait coûter des erreurs. C'est pas adapté, il faut bien adapter son matériel, il faut bien faire attention. Encore une fois, on fait pas n'importe quoi avec le matériel et faire des expériences, c'est amusant, mais globalement, si les fabricants et les constructeurs, ils ont donné des règles et des façons de faire, c'est qu'il y a une logique derrière. Il y a des ingénieurs qui sont derrière et clairement, tout le monde n'est pas ingénieur en résistance des matériaux et en mécanique. Faut faire confiance un peu aux gens dont c'est le métier. Mm. Voilà, pour le matériel de la salle. On a donc réglé son arc. Qu'est-ce qu'on fait après maintenant quand on a réglé son arc? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à aller faire une petite compétition? non, c'est même avant qu'il fallait commencer à y réfléchir. Mince. En fait, dès qu'on remet les pieds sur le pas de tir, en fait, il faut un petit peu réfléchir à ses objectifs, qu'ils soient à moyen, à court ou à long terme, qu'ils soient axés sur la salle ou sur l'extérieur. En tout cas, il faut savoir vers quoi on se dirige, parce que sans objectif, il n'y a souvent pas de motivation. C'est vrai. Donc ça, c'est important. Donc ça, l'archer est censé déjà s'être posé la question, et moi, c'est à peu près à ce moment-là, mi-octobre, fin octobre, que là, je l'ai déjà fait, mais que je vais passer mon questionnaire de motivationnel et objectif à mes archers. Ok. Donc après, ils ont jusqu'à retour des vacances scolaires d'octobre pour me le rendre, sachant que les compètes commencent malheureusement déjà et que il faut faire vite, quoi. Mhm. Parce que sans ça, moi, enfin l'archer comme moi, on peut pas se projeter en fait et on peut pas construire quoi que ce soit. Moi, je peux pas construire quelque chose si je ne sais pas à quel moment l'archer va commencer les compètes ou quel est son objectif pour savoir vers quoi l'emmener et du coup par quel chemin passer. Tout à fait. Je ne suis malheureusement pas magicienne et j'ai besoin de savoir ce qu'ils veulent pour pouvoir répondre à leurs besoins et leurs attentes. C'est un peu comme je vais faire un parallèle un petit peu poétique. C'est un peu comme un voyage, en fait. Si on ne connaît pas la destination, on ne peut pas prévoir le voyage, les étapes, où s'arrêter, où manger, où dormir, quoi visiter, où faire le plein, par quelle route on passe. C'est pareil, en fait. Enfin, tu peux, mais souvent tu vas te retrouver face à des couacs en fait, parce que tu n'auras peut-être pas d'hôtel pour dormir, tu vas peut-être pas trouver un endroit où t'arrêter pour manger, tu vas peut-être te perdre. C'est Mm. pareil, en fait, si on ne sait pas où on va en tire l'arc, on peut se perdre. Déjà, de base, on va pas savoir quoi mettre dans la valise. En plus. C'est vrai. Tu peux te retrouver à Brest alors que tu avais pris ton maillot de bain. Eh ben, c'est malin maintenant. Parce que comme on sera sous le palmier, Ah oui, c'est bon, une fois chaud. mais en fait, c'est important, la construction de la saison compétitive, elle se passe dans le sens inverse de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir de l'objectif qu'on se fixe. Donc, on va prendre l'exemple d'une saison stable, je me fixe comme objectif un championnat de France. Donc, mon objectif, c'est championnat de France mi-mars. OK. Du coup, à partir de là, je vais me fixer des compétitions objectifs. Donc, des compétitions qui vont m'aider à remplir les objectifs pour aller aux France. Donc, c'est-à-dire des compétitions où je vais chercher à faire des points. Et souvent, Objectif intermédiaire. Des objectifs intermédiaires pour pouvoir atteindre ton objectif final, en fait. ouais, oui, si tu veux. Après, tu l'appelles ça comme tu veux, mais ça va être souvent le championnat régional, le championnat départemental et une ou deux compétitions avant où le but, c'est d'être prêt à ce moment-là pour réaliser les points pour pouvoir sélectionner aux France. Et avant, en fait, ça va être des compétitions de préparation et de validation d'acquis.
Donc, des compétitions où on va aller valider différents points. Et ce n'est pas forcément des points de performance. Ça va être. Quoi? C'est des compètes de travail un peu, on peut appeler ça. Oui, si tu veux leur donner un terme, c'est des compétitions de préparation, c'est compétitions de préparation, compétitions en réalisation d'objectifs et compétitions objectifs. Et ces compètes-là, on va aller chercher à valider des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas en compète si on ne sait pas ce qu'on va chercher à valider, encore une fois. Et attention aux objectifs de points en compète, les fameux plafonds de verre, moi j'appelle ça comme ça, je veux faire 500 points. Si vous allez en compète pour faire 500 points, c'est trop précis, vous ne ferez jamais 500 points pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous allez être concentré pour faire les points. Alors que les points, vous les faites parce que vous êtes concentré à appliquer sur une stratégie de tir, sur un éventuel jeu que vous avez créé à l'intérieur de la performance pour vous aider à relativiser les points, et sur une attitude mentale, attitude positive, ce genre de choses. Donc en fait, les compétitions de préparation, on met des choses en place à l'entraînement, on prépare des choses à l'entraînement, on essaye de créer une stratégie de tir qu'on va chercher à valider au fur et à mesure de ces compétitions. Donc en fait, c'est pas je pars de mon mois de septembre, je construis ma saison pour aller à mon objectif. Et je pars de mon objectif et je remonte en fait pour revenir au mois de septembre. Un rétro-planning en fait. C'est ça. Et après, je ne peux pas dire qu'il sera respecté parfaitement. Je ne sais pas, j'ai calé une compète le week-end du 12 décembre. Manque de bol, j'ai un problème, je peux faire. Voilà, elle est décalée, c'est pas grave. On en trouvera soit une autre, soit on ira valider des choses à un autre moment. Oui, sur ta route, il y a des travaux que tu n'avais pas vus, bon, bah, tu fais un petit détour, c'est pas grave. Mais oui, on part de l'objectif et par contre, c'est à ce moment-là où il faut le concrétiser et le matérialiser sur papier pour qu'on puisse voir la cohérence aussi parce que il y a beaucoup de gens, moi, qui me rendent les papiers avec les objectifs en disant je veux aller au championnat régional adulte. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que tu y es déjà allé? Non. D'accord, très bien. Est-ce que tu sais les scores qu'il faut pour y aller? Non. D'accord. Donc peut-être que déjà il y a un problème et qu'il y a un objectif, on ne sait pas s'il est réalisable en fait. Vas-y, Mathieu. Que trouver un palmier à Brest, c'est possible. Oh, mais tu fais ça depuis tout à l'heure. Faut que les gens ils cherchent un peu. Donc, voilà. Du coup, faire attention à ça. Hein. C'est pareil. Avoir un objectif, il doit être malin. Ça veut dire qu'il doit être mesurable, atteignable. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, malin. Si tu veux. Vas-y. Ouais. L'objectif, il doit être malin, mesurable, atteignable, limité dans le temps. J'ai perdu le i. Intelligible. Ouais, c'est ça. Moi, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais. Parce qu'il doit être compréhensible. Une fois formulé, il doit être compréhensible par n'importe qui. C'est ça. Et en fait. Négocié et négociable avec le N de malin. Et du coup, voilà, il faut faire attention. À quand on fixe un objectif. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas fait le championnat régional, on ne peut pas aller au championnat régional. Juste, il faut se renseigner à combien ça passait l'année d'avant, pour savoir si on en est loin en termes de moyenne et si on a la capacité à aller grappiller peut-être les quelques points qui manquent, sachant qu'on n'est pas à l'abri que les archers aient changé d'une année sur l'autre et qu'on ne sait pas si les scores seront les mêmes, en plus haut, en plus bas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut avoir une idée de ce vers quoi on va. Moi, quand on vient me voir et qu'on me dit je vais aller au championnat de France salle en catégorie S2 femmes et que je paye 450 de moyenne, il y a peu de chances que ça soit réalisable. Moi, j'ai l'habitude de fonctionner plutôt différemment. Peut-être que tu le sais. Moi, je parle plutôt que l'archer, il va avoir des ambitions, des envies, et qu'en fait, ça va être une discussion avec l'entraîneur pour formuler les objectifs, parce que en fonction de les objectifs, il va y avoir potentiellement des moyens à mettre en place, et puis il va y avoir des contraintes, et que l'entraîneur va plutôt connaître et que l'archer ne va pas forcément intégrer, mais peut-être tu fais 450, en fait, ok. Mais pour passer de 450 à championnat de France S2, il va falloir entraîner 4 fois par semaine et que tu fasses ça. Est-ce que tu es prêt ou pas prêt à faire ça? Et pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit être. On ne fait pas un objectif en 5 minutes sur un bout de papier, quoi. Ça doit vraiment être de la réflexion pour trouver quelque chose qui soit pertinent. Et, Ce dont tu parles, ce sont les objectifs de moyens.
Une fois qu'on a fixé l'objectif de perte, l'objectif de perte, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément un score, hein, ça peut être une place, ça peut être Tout à fait. ce genre de choses. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va fixer les objectifs de moyens. Très bien, je vais aller au championnat régional adulte. Ok. Quels sont les moyens que tu es prêt à mettre à disposition de cet objectif? Eh ben, je vais renforcer le physique en allant peut-être faire de la PPG plus régulièrement, je vais m'entraîner plus de fois, ce genre de choses. Tout à fait. Ok. Les objectifs. Par contre, je mets un petit bémol avec ce que tu disais. Pour toi, c'est une discussion avec l'entraîneur et je l'entends très bien. Attention, hein, l'entraîneur, il ne peut pas discuter avec tout le monde pendant son 7 ans non plus pour tout Non, définir. non, C'est pas. bien C'est sûr. une discussion, je l'entends, mais c'est une discussion qui va prendre plus ou moins de temps en fonction des gens, mais on ne peut pas accorder le même temps à tout le monde, Oui, malheureusement. non, mais c'est pour ça. Ça peut être une discussion très, très brève, quoi. Parce qu'on peut avoir des objectifs, comme tu dis. Bah, en fait, moi, l'entraîneur, je pense que vu ton investissement et ton niveau, pour l'instant, c'est pas atteignable. Et du coup, c'est réajusté. Ou, voilà. Du coup, on va aller en compétition. Qu'est-ce qu'on fait pour aller en compétition, Mathieu? Ah, tu veux savoir ce qu'on fait pendant la compétition? On va en On compète. alors, la première chose déjà, c'est qu'on va en causer avec son entraîneur. Bien. Bon, bravo. Et pas la veille pour le lendemain. Hein. N'allez pas lui dire, ah bah, en fait, demain, je vais en compète. Hein. C'est ça. 2e chose, on va se renseigner un petit peu, de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a besoin pour aller en compétition. Et troisièmement, alors le troisièmement, il est surtout pour les débutants. Si c'est votre première compète, n'y allez pas tout seul. Allez-y avec un copain de tir à l'arc, allez-y avec votre entraîneur, allez-y avec d'autres membres de votre club, mais n'y allez pas tout seul. Et dernier point, Ah, je sais plus. Ah si, quand vous allez vous inscrire, prévenez le club organisateur que c'est votre première fois, qu'il vous lâche pas avec n'importe qui sur la cible et que vous puissiez dire. Ça, c'est valable pour tout le monde. D'accord? après, il y a plein d'endroits, je crois, où ils font des concours spéciaux débutants, des rencontres débutants pour la première année, justement pour familiariser avec, dans un cadre un peu organisé et un peu plus que des débutants. Enfin, je sais qu'il y a des endroits où ils font ça. Alors Renseignez-vous, ça doit exister près de chez vous, je pense. oui, oui, beh, voilà. Mais je sais pas si ça existe partout et Voilà. je pense aussi aux gens qui font du parcours ou qui font, leur 1er, TA non, je sais plus comment on dit, tir, Et, national. Voilà. mais oui, si vous, pareil, en fait, même si vous avez un peu d'expérience, si vous essayez une nouvelle discipline, les règles sont parfois pas du tout les mêmes et sur des choses très, très basiques, hein. Sur comment on se place sur la ligne de tir ou sur le point de tir, dans les disciplines, c'est pas toujours la même, donc n'y allez pas tout seul, sur votre premier tir. Donc voilà. Allez, je te rends la parole. Donc une fois que vous en avez causé avec, l'entraîneur, vous allez trouver là où vous voulez aller et vous allez sur le site de la Fédération française de tir à l'arc. Pour les autres fédérations, je sais pas si pour la FFTL, une fois que vous avez trouvé où est-ce que vous allez aller, vous allez trouver en fait le mandat. Donc le mandat, c'est l'invitation avec toutes les informations nécessaires que vous avez besoin pour aller au concours. Pour la FFTL et pour la FFTA, vous les trouvez sur le site de la fédération. Pour certains comités régionaux, comités départementaux, ils peuvent être sur leur site aussi. C'est assez pratique. Si vous habitez en bord de département ou en bord de région, limitrophe, n'hésitez pas à aller voir dans la région d'à côté. De temps en temps, vous pouvez peut-être trouver un concours plus proche, en fait, dans la région d'à côté ou dans le département d'à côté, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on parle du tir en salle. Il y a énormément de tirs en salle, en fait, toute l'année, un peu partout, donc hésitez pas à y aller. Donc je reprends, mon petit règlement, ce que je vais vous parler, c'est le règlement au niveau FFTA. Il y a pas d'obligation en FFTL d'information, de choses qu'il y a à mettre. Donc je vais vous donner tout ce qui est réglementaire et puis après je vais vous donner moi, quand j'étais organisateur de concours, qu'est-ce que j'aime mettre dessus. D'accord? D'accord.
Alors niveau règlement, vous êtes obligé de mettre l'heure d'ouverture du greffe. Le greffe, c'est, l'accueil quand vous arrivez sur une compétition pour dire: «Bah, je suis bien arrivé, v'là ma licence, tout est à jour, j'ai bien mon matériel», voilà. Là, vous validez votre inscription, validez votre présence pour l'inscription et vous faites enregistrer pour le départ. Exactement. Ensuite, il y a l'heure de l'inspection du matériel, l'heure de l'entraînement et l'heure de début des tirs. L'inspection du matériel, il y a des clubs qui le font pas en salle, vous pouvez y échapper, mais n'essayez pas de tricher parce que de toute façon, ça va être au hasard et ça va être, en fonction de l'organisation et en fonction de si les arbitres ont le temps dans le timing de le faire. Mais n'essayez pas de frauder, ça va vous retomber dessus à un moment ou un autre, donc voilà. L'heure de l'entraînement, soit on va vous indiquer que ça dure 45 minutes ou 15 minutes ou soit on va vous indiquer sur le mandat que ça dure, 3 volées, par exemple. 3 volets maintenant. Des fois, ça peut être 4, des fois, ça peut être 5 en Non, fonction de si ça c'est fini, tire plus ou moins vite, mais voilà. c'est Ça a fini, changé, Mathieu. ça a changé, c'est 3 volets obligatoires. C'est que 3 volets. Alors, je sais pas si c'est 3 volées minimum. Non, c'est 3 volets tout court. C'est 3 volées tout court? OK. Ouais. Il y a la forme du concours. On va vous expliquer, si c'est un tir en salle, la distance, on va vous expliquer les blasons en fonction de votre catégorie aussi. Pour les classiques, vous avez le droit soit au trispot, soit au blason de 40. Pareil, c'est indiqué ce que l'organisateur a prévu pour vous et si vous choisissez enfin, si vous avez le choix, mettez-le dans votre bulletin d'inscription ce que vous préférez comme, blason. Moi, je suis team trispot. Je sais pas vous 2 ce que vous êtes. Pareil. Pareil. Donc voilà, à peu près enfin, voilà ce qu'il y a, obligatoirement à mettre dessus. Quelque chose qu'il faut, pas oublier, mettez l'adresse postale du lieu où a lieu la compétition. Il y a des gens qui ont encore des vieux GPS, il y a des, GPS alors, on a tous un téléphone, je vais pas vous montrer le mien, parce que je l'ai pas sous la main, mais en fonction si vous êtes sur Google Maps, sur Apple Plan, sur, Waze ou choses comme ça, en fait, le complexe sportif, vous allez pas le trouver. Donc mettez une adresse postale et à chaque fois, quel que soit le GPS que vous allez avoir, même si c'est un TomTom ou un Garmin ou n'importe quoi, il va vous trouver là où vous êtes. Enfin, où est la compétition. Ouais, toutes les structures sont pas forcément enregistrées dans toutes les bases de données de tous les GPS avec leur nom, complexe sportif, Michel Michel. Bon, pas forcément Exactement. J'ai été cet après-midi, sur le complexe sportif des Peupliers et croyez-moi qu'il est pas sur beaucoup de d'application. sur beaucoup de GPS. Donc avoir la rue, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes dans un complexe sportif, indiquez le nom du bâtiment ou le nom de la salle, hem, mais le mettez-le uniquement, en fait, si vous êtes, enfin, si les noms des salles sont affichés sur les bâtiments. Sinon, en fait, on vous trouvera jamais, voilà. Petite chose, petit bonus, de choses que j'aime bien, alors ça, je l'ai trouvé, sur le mandat, de nos amis de Montmerle. Ils utilisent, un Scriptarc et bah, sur le mandat, vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire directement sur un Scriptarc et ça, c'est vachement pratique, en fait, de pouvoir le mettre dessus. C'est à peu près tout. Si, dernière chose, enfin 2 choses, que je veux rajouter, ça, c'est des choses que j'ai vues sur le mandat de nos copains de Pusignan. Alors quand on se dit qu'on c'est une émission 100 lyonnais, on est à fond, dedans, hein. Nos amis de Pusignan, ils ont des challenges, par équipe. Mettez-le sur le mandat. Ça peut motiver quand vous avez envie d'aller sur une compète, d'embarquer 2 autres copains ou 2 copines ou n'importe quoi, pour pouvoir aller faire, en fait, une compétition, en équipe et d'avoir éventuellement un challenge, pour y aller ensemble. Ça peut, motiver et autre chose que j'ai vu sur le mandat de Pusignan et que j'aime beaucoup, c'est, le samedi soir, ils organisent la soupe à l'oignon. C'est un moment convivial, vous êtes avec des archers, vous allez
discuter en fait avec, des personnes qui ont tiré avec vous, juste avant. Il y a même des gens qui viennent sans avoir tiré avant, mais c'est un moment convivial. Vous tirez pas, vous causez tir à l'arc, vous causez, tout et n'importe quoi. Vous pouvez parler de l'émission Entre 2 flèches, à ce moment-là, mais voilà, profitez-en, c'est toujours agréable en fait de pouvoir discuter avec des gens, bah, d'une région d'à côté, d'un club d'à côté que vous connaissez pas et puis, bah, c'est comme ça qu'il y a des gens, en fait, qui vont peut-être venir à votre concours parce qu'en fait, ils savaient pas que, il y avait un concours, dans votre ville. Voilà, à peu près. Je pense que j'ai rien oublié de tout ce qu'il y a à mettre, sur un mandat. Mais alors, truc, dernière petite chose, qui n'est pas obligatoire, et que j'ai failli oublier, excusez-moi, c'était pas dans mes notes du tout. Mettez, le logo, de votre mairie, mettez le logo, du CNDS si vous avez des subventions, mettez un logo, de votre région ou de votre département ou du comité départemental, et choses comme ça. C'est, J'aime bien. important en fait de le mettre et si vous avez des sponsors de clubs, mettez-les aussi en fait sur le mandat, c'est toujours agréable. Voilà. J'ai OK. oublié dans la partie réglementaire. Oui. Alors ça, c'est plus pour les concours qui sont, on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, au mois de décembre, janvier et cetera. S Ouais, c'est ça, même février ou mars. Si vous avez des phases finales, que vous soyez un championnat départemental ou régional, mmh, j'ai envie de dire, ça va de soi qu'il y a des phases finales, mais c'est pas obligé. Il y a des championnats départementaux où il y a pas de phase finale, il y a des championnats régionaux où il y a pas de phase finale. Et il y a des concours, on parlait de Bondy l'année dernière, on parle de Nîmes, on parle de, beaucoup de clubs en fait à partir du mois de décembre en fait qui commencent à mettre des phases finales dans leurs concours pour pouvoir préparer au championnat et bah, indiquez-le en fait, dans vos mandats, si vous l'organisez. Ça va vous attirer du monde parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se préparer justement sur, ces futurs championnats. Sur, quand vous inscrivez votre événement ou l'événement de votre club, sur la FFTA, vous pouvez préciser ça et vous pouvez donner un nom différent à l'événement pour que ça ressorte un peu plus facilement aussi. Que juste tir sélectif, ça indique pas forcément si vous l'indiquez sur le mandat, indiquez-le aussi au moment où vous inscrivez votre événement pour que ça ressorte plus facilement quand les gens le cherchent. Voilà, Très ça bien. fait beaucoup de choses. Oh, c'est bien. On a trouvé son mandat, on sait où est-ce qu'on va aller. Comment on se prépare à aller à ces compètes, Steph? Bah, pas avec le seul objectif d'aller manger la soupe à l'oignon. Désolée, mais fallait que je le dise celle-là quand même. Parce que malheureusement, j'y suis confrontée tous les jours et j'ai rien contre Pusignan et j'ai rien contre la soupe à l'oignon, mais j'aime pas l'oignon. Mais je comprends le côté convivial à tout ça. Mais on va pas faire une compète parce qu'il y a une soupe à l'oignon ou n'importe quoi d'autre à manger après en fait. Déjà, voilà, fallait que je le dise, comme ça je passe pour l'entraîneur bien méchant, mais c'est pas grave. Non, 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 Alors, faut pas que ce soit l'objectif. Stéphanie, là, j'ai pris le mandat de Pusignan, donc je parle de la soupe à l'oignon, mais il y a d'autres clubs qui organisent Ah mais oui, d'autres fruits de mais mer qui organisent des repas, par la Tout à suite. fait. mais j'ai Hem, enfin, encore une fois, j'ai rien contre Pusignan et contre la soupe à l'oignon, il y a pas de souci de ce côté-là, même si moi je n'aime pas l'oignon, ça me dérange pas que des gens aillent manger la soupe à l'oignon et j'adore Pusignan, il y a pas de problème. Mais en fait, moi je suis trop confrontée à des gens qui vont à Pusignan parce qu'il y a la soupe à l'oignon. Sauf que, bah, encore une fois, Alors qu'ils sont pas prêts. il a plus aucun intérêt en fait. alors, moi, je vais à Pusignan, mais je ne tire pas. Alors va manger la soupe à l'oignon, c'est sûr. Je vais Non, mais juste manger la soupe à l'oignon, voilà. le truc, c'est que c'est des potentiellement, pour rester sur ce truc, c'est que c'est des gens qui, ne sont pas prêts, mais vont quand même faire cette compète parce qu'il y a la soupe à l'oignon. Bien évidemment qu'après, s'il y a 2 compétitions, il y en a une avec la soupe à l'oignon. Vous avez prévu, ce week-end-là de faire une compète. Il y en a un où vous avez la soupe à l'oignon et l'autre où il y a pas et vous préférez la soupe à l'oignon. Ça peut être tout à fait un critère de choix, mais il ne faut pas que: «Oh, faut que j'aille en compète parce que là, il y a la soupe à l'oignon». Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, en fait. C'est ça ce que tu dis, Steph? Oui, c'est ça.
C'est qu'en fait, il faut pas oublier que encore une fois, moi, je veux pas faire la méchante de service, mais vous pouvez pas demander à un entraîneur de vous aider à remplir vos objectifs et de vous amener là où vous voulez, si derrière, l'objectif, c'est d'aller manger la soupe à l'oignon. Peut-être qu'il y a, au moment de Pusignan ou des premières compètes de saison, des choses à aller valider et que c'est intéressant d'aller les valider et après qu'on peut profiter du moment convivial. Mais encore une fois, ce moment convivial ne peut pas être la seule et unique chose pour laquelle on va faire une compète. Et c'est pareil, hein, les archis qui me disent mais j'y vais pour m'entraîner. On va jamais s'entraîner en compète. Hein. On n'a jamais la même attitude, on n'a jamais la même manière de faire, on réagit jamais de la même manière en compète et on va pas s'entraîner en compète. Hein. Encore moins sur un blason. Surtout si vous êtes en phase, vous n'avez pas encore mis de blason, quoi. Vous avez commencé tout juste à recoordonner au travail technique. Vous n'allez pas pouvoir aller vous entraîner face à un blason. Je me permets de le dire à voix haute pour tous ceux qui vont écouter, parce que je le répète 15 fois par jour et chaque année. Donc, après, chacun ses objectifs. Hein. Si l'objectif c'est d'aller s'amuser et d'aller passer du temps avec les autres du club, et ben c'est aussi important. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais encore une fois, derrière, faut pas aller reprocher à l'entraîneur de pas réussir à avoir aidé à remplir l'objectif. Voilà. Ok. Du coup, maintenant que j'ai fait ma négative de service et que j'ai bien cassé l'ambiance, c'était quoi la question? Comment est-ce qu'on se prépare pour aller à ces compètes alors? Et Là, ben, pardon. on a fait un peu de remédiation technique, on a réglé son arc, on a cherché les compètes. Mm. Maintenant, on y va. Comment ça se passe? Petit à petit, en fait, en fonction, on va réinjecter progressivement tout ce qui va être contrainte de visée, avec les blasons évidés, les visuels, principalement dans ma manière à moi de travailler, au démarrage en décentré. Donc décentré, c'est faire en sorte de dérégler le viseur pour que quand on vise le visuel, les flèches arrivent, moi je préfère en bas du visuel dans la paille. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on va viser le papier, mais la flèche n'ira pas à l'endroit où on va viser. Donc en fait, on se décentre du résultat et on se concentre, on s'applique uniquement sur les points techniques qu'on a à faire. Donc ça permet en fait de remettre en place la notion du viseur et la gestion de ce viseur avec le chemin du viseur, la descente, la stabilité pardon, dans le visuel et la gestuelle qu'on a travaillée sans se focaliser sur le résultat. Et après, petit à petit, ben, en fait, on va faire évoluer pour revenir à la situation de blason et de recherche de perf au fur et à mesure de la saison qui avance. Voilà. Et en fonction, excuse-moi, je te coupe, et en fonction de là où on en est dans la saison, on va faire sur le début de la saison, on va être plus sur de la paille et on va faire par exemple 80% de paille, 20% de visuel. Et plus on va avancer dans cette saison compétitive et plus on va être sur du blason. Donc 80% blason par exemple et 20% paille, quoi. Ça s'échelle au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à une compète la veille, l'avant-veille? Est-ce qu'on fait un tir compté? On fait pas un tir compté? On fait autre chose? Est-ce qu'il faut beaucoup manger, pas beaucoup manger? Euh, ça dépend des gens en fait. Après ça, c'est les gens qui se connaissent eux-mêmes en fait et qui vont savoir de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin? Alors en général, dormir c'est important. Euh, le repos est important. La préparation des affaires bien en amont pour être sûr de rien oublier, c'est important. Manger, ben après ça, c'est chaque personne se connaît et moi pour le coup, j'interviens très peu là-dessus parce que les archers doivent se connaître aussi et se gérer par rapport à ça. Ok. Est-ce que vous avez chacun je veux dire, un petit tips, un petit gris ou une petite manie que vous faites pour préparer votre compète quand vous allez ou quand vous alliez en compète, chercher de la performance? C'est un petit toc et compète? Je vais commencer par répondre. Moi, j'aimais bien, enfin, j'aime toujours, et je le fais toujours, pour les sports que je fais aujourd'hui, mais ma compote, mon petit pot de compote et puis, tout ce qui est, des chips de bananes séchées que je vais, en fait, grignoter, en fait, tout au long de la compétition. Ok. C'est à manger, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a une jeune femme qui s'appelle Aurore, qui a été en équipe de France 3D.
donc à un bon niveau et qui m'a dit un jour, «Quand tu as faim, c'est trop tard» et OK. c'était sur une de mes premières compètes en extérieur. J'ai toujours gardé cette astuce-là et Mmh c'est mh. vrai que, bah, les fois où j'avais mal préparé ma bouffe et bah, j'avais une baisse d'énergie et j'avais une baisse de score, par la suite, quoi. Ouais. Et en général, c'est, la veille enfin, quand je tire le matin, c'est des pâtes, la veille. Je suis plus, quand je vais en salle, je suis plus tir du matin. Peut-être un petit toc? Un Heu, petit toc? je sais pas si on peut appeler ça des tocs, mais Ouais, c'est plus moi, généralement dit, mais c'est une petite manie. je fais, jamais de recharge de perf, les 3-4 jours avant la compète. Je peux tirer peut-être sur le blason en décentré ou tirer simplement sur le blason, mais je fais pas de recharge de perf et oui, on est capable de tirer sur le blason sans compter les points. Donc ça, je fais jamais de recharge de perf au moins les 3 jours avant la compète. Après, sur la compète, je suis un peu comme, Mathieu, j'ai principalement de la compote. Donc plutôt facile à manger, entre les volets et qui soit quand même, du sucre rapide. Mais pas n'importe lesquels. On est sur, une marque très précise parce qu'il y a des blagues dessous. Ah ouais, oui, oui, bah, les blagues, c'est un posit, c'est un plus, mais à la base, c'est juste la compote quoi qui me et oui, la blague forcément est un truc supplémentaire et après, moi j'ai besoin d'avoir chaud quand je tire. Je me sens pas à l'aise si j'ai froid, c'est compliqué si j'ai froid donc je prépare, beaucoup de vêtements avant de partir, en compète et que je rajoute, en arrivant, dans la salle, si besoin ou que j'enlève parce que j'en ai trop mis en fonction de la chaleur, ou pas qu'il y a. Mais je prévois toujours un petit peu plus de vêtements parce que je me connais et que tirer quand il fait froid, c'est compliqué pour moi. Je Physiquement et mentalement d'ailleurs. j'en profite pour dire, on a des jolis sweats. Alors je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai un joli sweat qui est très chaud sur la boutique. C'est vrai. Voilà. Heu, C'est comme à la télé. c'est ça. Top antenne. Ah voilà, on a l'éclat, merveilleux. Je vais laisser ça, hein. Très bien. Plus même. Hem, du coup, je prépare aussi un petit peu, à manger. Alors, j pareil, moi je mange beaucoup moins de fruits. Je viens toujours en compète, j'ai ma plus ou moins grande bouteille de M&M's, voilà, que je range. Alors du coup, on va appeler ça vraiment un toc. Je range mes M&M's la veille, dans la bouteille en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Si j'ai besoin de les remplir par couleur, beaucoup de couleurs, pas beaucoup de couleurs, faire un dessin dedans ou quoi. Je suis arrivé une fois avec, en championnat de France avec on m'avait ramené, il va se reconnaître, des M&M's de couleur. Une fois, du coup, je suis arrivé avec, une bouteille de M&M's remplie, blanc, noir, bleu, rouge, jaune. Bah, c'était rigolo. On m'a posé plusieurs fois la question de qu'est-ce que c'était qui était à côté de mon arc. Je prépare mes affaires aussi, beaucoup. Je suis un peu comme, Steph, alors j'ai pas forcément besoin d'avoir chaud, mais j'ai besoin d'être, sûr de tout avoir. Donc 2 jours, ou même 3 jours avant, mon sac avec mes affaires sont prêtes. Mes maillots, ma tenue, mon survêt, mon caleçon, mes chaussettes sont, toujours presque toujours les mêmes. J'ai une tenue de compète, un petit peu de manie, donc j'ai une tenue de compète et je fais en sorte de bien vérifier plusieurs jours avant pour être sûr de ne pas me prendre la tête avec ça et de rien oublier, même si ça change absolument rien d'avoir telle ou telle chaussette. Content de pas dire que ça me sécurise, mais ça me fait rire et voilà, ça me permet de me détendre un petit peu, d'être focalisé là-dessus et heu et voilà. Oui, Mathieu? Petit truc aussi, que j'ai depuis quelques années, c'est d'avoir au moins 2 Eco Cups dans mon sac. OK. C'est mon côté écolo, ça permet d'aller chercher un café ou une boisson chaude, parce que, bah, je me suis retrouvé un jour dans un club où il y avait plus de verre en plastique, il y avait plus enfin, ils avaient été dévalisés. Alors il faisait 3 degrés dans la salle, mais voilà. Donc j'ai des Eco Cups qui traînent dans mon sac d'arc. OK. Voilà. Ça va être et ben, très bien. On continue encore un petit peu. On a fait cette compète. Comment est-ce qu'on reprend l'entraînement après une compète, Steph? J'écrase
Donc Les traces. On prend une douche. ouais, alors aussi, parce que des fois on transpire hein, quand même si c'est pas un sport pour certains. En fait, on décrasse, c'est-à-dire que la séance pardon, d'entraînement après une compète est forcément sur paille, à plus ou moins courte distance pour reconstruire les choses qui auraient pu dégrader durant la compète, ce qui est normal. Encore une fois, on est sur un plus haut degré de stress sur une compète, donc forcément il y a des choses qui vont dégrader, d'autant plus qu'on est en fonction de la saison sur des moments où on est en train de construire des choses ou pas. Donc c'est nécessaire de reconstruire après. Donc la première séance après la compète, on va pas faire tir compté, on va pas repartir sur blason, on va plutôt décrasser des choses. Ça veut pas dire qu'on met pas un peu de visuel, pourquoi pas à la fin de la séance si on a besoin de remettre en place le chemin du viseur, la coordination. Mais en tout cas, on prend le temps de dérouler et de lâcher prise un petit peu et de remettre des choses en place. Et après, une chose importante aussi, c'est on repart pas en compète le week-end d'après. On s'autorise des temps de repos parce que le repos fait partie de la préparation. Et n'importe quel sport, si on n'a pas des phases de repos, on ne peut pas progresser, voire même c'est même contraignant pour le corps. Donc, si vous espacez vos compétitions de 15 jours, ça peut être bien parce que vous avez le temps de reconstruire des choses, voire même de 3 semaines. On n'est pas obligé de faire des compétitions tous les 15 jours. Mais ça permet de reconstruire des choses, de remettre des choses en place et de repartir prêt pour celle d'après. Pour le temps de reconstruire, de remettre, Ouais. de reprendre à plat. Ouais, c'est nécessaire de mettre des choses en place, hein. C'est comme quand on va faire un sport un petit peu violent, on va s'étirer après la séance de sport, alors plus ou moins longtemps après la séance de sport, ça dépend, mais on va s'étirer pour que le muscle il puisse récupérer, le corps, il puisse récupérer correctement. Là, c'est pareil, mais il faut que ce soit la tête aussi qui récupère et du coup, il ne faut pas réenchaîner. D'autant plus que mentalement, les compètes sont quand même très exigeantes, surtout parce qu'aujourd'hui, il y a un trop gros décalage d'implication mentale entre l'entraînement et les compètes. On n'en met pas beaucoup, voire quasiment pas à l'entraînement et beaucoup trop en compète. Donc ça bouffe une énergie monstrueuse et en fait, cette énergie, elle a besoin d'être reconstruite par le repos. J'en profite pour un petit truc, péter, j'aime bien péter des trucs ce soir. Péter aussi une petite croyance qui date un petit peu, qui est normale sur les étirements. Moi, on m'a expliqué toute ma vie qu'il fallait s'étirer tout de suite parce que les muscles, c'est comme un spaghetti. Si tu tires dessus quand il est froid, en fait, il pète. Donc, il faut tirer dessus pendant qu'il est chaud. Et on m'a expliqué dernièrement qu'en fait, pas du tout. C'est mon ostéo qui m'a dit ça. En fait, il faut attendre un petit peu. Il ne faut pas faire des étirements tout de suite après. Parce que comme on a fait un effort et qu'on a sollicité les muscles, il faut les laisser un petit peu se reposer et plutôt les étirer quelques heures après pour les assouplir un petit peu gentiment. Est-ce qu'on est d'accord plutôt avec ça? Et... Il y a 2 écoles en fait. Ok. Là, il y a une école qui te préconise de ne pas t'étirer juste après, une école qui te préconise certains étirements quelques minutes après, des étirements plutôt lents. Après, moi, je pense qu'il faut moi perso, je fais en sorte de laisser le corps se remettre avant de m'étirer. Mais il y a 2 écoles et Okay. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire il y a une école plus que l'autre. D'accord. Il n'y a pas l'un qui est juste et l'autre qui est faux. Non, après, la majorité en tir à l'arc, on va prendre le temps de se poser un petit peu avant de s'étirer. Pour ma part, je m'étire sous la douche, en fait. Je trouve ça plus agréable, de rester enfin, on est au chaud et on peut s'étirer, tranquillement. Ok. Après, j'ai pas une douche qui fait 15 m² non plus, hein, vous faites pas non J'allais dire, tout et c'est n'importe grand. quoi. Il y a certains Mais étirements, je ne me vois pas les faire dans la douche, hein. C'est assez souple pour rentrer dans la cabine de douche. C'est alors un peu ça l'idée aussi. Ça j'ai peut-être une glisse, douche un ça peu plus va. grande que toi, mais voilà. Non, mais oui, globalement, il faut attendre un petit peu avant de s'étirer. Enfin, majoritairement, on attend un petit peu avant de s'étirer. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, malheureusement pas ostéo, ni kiné, ni médecin, mais je sais qu'il y a 2 écoles par rapport à ça. D'accord. C'est deux courants de pensée qui se valent un petit peu. Ah. Dans tous les cas, il ne faut pas tirer sur ses muscles comme un sourd. Il ne faut pas que les étirements fassent mal. C'est pas l'idée. Et il faut plutôt le faire dans le calme, posé, pourquoi pas effectivement avec une source de chaleur, mais surtout, en fait, il faut les faire régulièrement. Faire un étirement une fois de temps en temps pour dire je me suis étirée, en fait, ça fait plus de mal aux muscles
Donc parce qu'il faut savoir que le sport, c'est contraignant pour le muscle et ça fait que votre muscle, en fait, il va se contracter, se rétracter, ça va casser les fibres du muscle. Mais d'aller chercher à le réétirer après un effort, et ben, ça va recasser les fibres du muscle. Donc en fait, c'est difficile aussi bien l'un que l'autre pour le muscle. Et si vous faites ça une fois de temps en temps pour dire, bon, bah voilà, ça fait 3 semaines, je me suis étiré, ça va faire du bien. Non, ça sert à rien, ça fait plus de mal qu'autre chose. Ok. Ça sépare en fait les fibres du muscle qui sont collées, ça les sépare parce que ça tire un peu violemment dessus. Ok. Donc les étirements, le top du top, c'est d'en faire à peu près un peu tous les jours. Et en plus, c'est souvent préconisé avant d'aller dormir, pourquoi pas dans le lit, parce que ça aide en fait à se détendre et à se relâcher et dormir plus facilement. Ok. Mm. Je savais pas. Ouais. Très bien. Comment est-ce qu'on a fait ses compètes? Comment est-ce qu'on aborde son objectif quand on arrive sur la fin de la saison? On s'approche de son objectif. Est-ce qu'il faut faire des choses en particulier? Éviter, il y a des choses à éviter? Ou non, rien, chacun fait comme il veut. On aborde bien puisqu'on est prêt. Oui, on a tout bien écouté, on a tout bien fait comme il fallait. En fait, l'objectif, il est fixé, donc on a préparé pour faire en sorte de valider des choses. Hein. Et donc, Donc, plus on va avancer dans la saison, plus on va se préparer et être prêt pour remplir cet objectif. Donc, normalement, on est de plus en plus confiant. On a travaillé et développé chacun des 5 facteurs de la perf. Le physique, le technique, le matériel, le mental et la tactique. Donc, on est de plus en plus prêt, on maîtrise de plus en plus de choses et après, ça se passe bien et les choses à ne pas faire, là, comme ça, je ne saurais pas quoi. Changer ses habitudes, par exemple, du coup. Ah oui, changer ses habitudes ou oui, changer. Ah oui, alors oui, c'est vrai, il y a ça, mais Parce que du coup, comme tu le disais, en fait, si on s'est préparé, donc c'est normal d'aller à cette compète objectif. Donc, et c'est parce qu'on a fait tout comme d'habitude et comme il fallait qu'on en est là. Donc, il ne faut pas changer, il ne faut rien faire de particulier parce que c'est la compète objectif, justement. Oui, c'est ça. Et oui, effectivement, il ne faut rien changer, il faut rester sur ce qu'on a à faire et surtout, il faut croire un petit peu en tout ce qu'on a mis en place, en fait. Faut se faire Et plaisir. alors, il y a une phrase que j'adore et que j'ai pas sous la main là, sur la notion de la performance en fait et de la maîtrise de la performance quand on a préparé. Je vous la ressortirai, je vais vous la ressortir, mais en fait, c'est parce qu'on a préparé les choses, qu'on s'est confronté aux choses, qu'on s'est mis dans la difficulté, qu'on a testé des choses, qu'on a validé des choses. En fait, on a tout qui fonctionne. Et on doit avoir confiance en tout ce qu'on a préparé, parce que si on l'a validé, ça veut dire que ça fonctionne. Attention, pour autant, le jour de l'objectif, eh ben, on n'est pas à l'abri que, pour une raison X ou Y, ça marche moins bien que d'habitude. Il ne faut pas perdre confiance pour le coup. C'est pas parce que ça marche moins bien que d'habitude qu'il faut dire, OK, ben, en fait, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, je passe à autre chose, j'oublie, et bon, tiens, c'est ça qui me passe par la tête, je vais faire ça plutôt que la stratégie de tir habituelle. Surtout pas, en fait. C'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas précisément et parfaitement qu'elle ne marche pas. Et attention, parce que j'ai la chance de vivre les deux côtés, aussi bien l'entraînement que la recherche, on perd très très vite sa lucidité en contexte, d'autant plus on s'approche de l'objectif. Et des fois, on a l'impression que ça ne marche pas, mais ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que mentalement, on n'a pas le bon discours positif. Et que du coup, on s'enfonce tout seul. Donc, c'est là où la stratégie de tir va prendre le relais, c'est là où la notion de coach, éventuellement, si vous avez la chance d'avoir un coach derrière, qui va avoir cette utilité pour vous ramener sur les rails. Mais en fait, l'important, c'est de ne pas monter la préparation. Faut anticiper éventuellement dans l'entraînement avec son entraîneur une mise en difficulté et un truc clé pour essayer de retrouver un peu de lucidité, un truc. L'entraîneur, il va faire en sorte pendant toute ta saison de te foutre en difficulté, de te faire tous les exercices que tu n'aimes pas, juste parce qu'en fait, il est méchant et qu'il veut te préparer. En fait, la compétition, souvent, moi, j'entends des archers, et je pense que tu vas te reconnaître dans l'histoire, c'est qu'ils me disent que j'ai pas les mêmes sensations qu'à l'entraînement. Mais bien sûr que non, on ne peut pas avoir les mêmes sensations qu'à l'entraînement.
on est dans une salle différente, on est avec des gens différents, avec qui on veut parler, qu'on veut battre, on veut mettre les flèches dedans, machin. Il y a un stress supplémentaire qui fait que les sensations ne peuvent pas être les mêmes. Et que la facilité qu'on a à l'entraînement, on n'aura jamais la même en compète. Même si on va de plus en plus faire en sorte de rapprocher les deux difficultés, ça ne sera jamais pareil en compète. Mais ce n'est pas parce que les sensations ne sont pas les mêmes que si on n'est pas dans la bonne action et la bonne attitude, on n'y arrivera pas. Par contre, il faut accepter que les sensations ne soient pas les mêmes. Ok, coach. Mais non, mais moi la première, le nombre de fois où je répète à mon entraîneur, mais c'est pas les mêmes sensations que la dernière fois, je me fais rentrer dedans parce qu'en fait, on s'en fout des sensations. Par moment, on va jouer dessus parce que ça peut être intéressant, mais la plupart du temps, en fait, moi, quand je demande à un archer de mettre en place quelque chose techniquement, il me dit je le sens pas. Mais je m'en fous que tu le sentes, en fait. Moi, je veux juste que tu le fasses. Avec le temps, ça viendra, mais ça viendra différent d'un jour à l'autre parce qu'on est des êtres humains qui ne ressentons pas les choses de la même manière à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, moi, j'essaie de plus en plus aux entraînements d'accepter d'avoir le rôle de la méchante, mais en fait, de forcer les archers à faire ce qu'ils n'aiment pas faire, tout comme j'essaie de me forcer moi à faire des exercices que j'aime pas faire. Parce que ça met dans la difficulté, parce que ça fait sortir des émotions qu'on n'a pas l'habitude de gérer à l'entraînement, mais qu'on gère souvent en compète. Donc, ça apprend à les maîtriser, à les relativiser, à les équilibrer et à trouver justement la solution. Le jour où voilà, ça marche pas, j'ai pas les bonnes sensations, je me sens crispée, ça fonctionne pas, j'ai froid. Ok, qu'est-ce que j'ai comme solution derrière moi pour pouvoir me mettre en réussite. Entraînement difficile, compète facile. Plus, ouais. Mais c'est pas drôle, hein. Moi, quand on me fait faire des exercices que j'aime pas faire, je suis la première à essayer de garder le sourire en me disant ok, bon, c'est bon, c'est pour mon bien, mais à l'intérieur, je le vis pas franchement très très bien. Et en plus, je suis hyper exigeante avec moi-même parce que je connais les deux côtés. Et il y a des fois, c'est dur. Mais en fait, si je le prends en mode bougon, grognon, grincheux, ça va pas m'apporter grand-chose. Par contre, si j'essaye de m'accrocher en me disant, voilà, ça va m'amener quelque chose, là, tout de suite, dans l'instant, c'est pas agréable, mais derrière, je saurais faire si ça m'arrive en compète. Et ouais, c'est comme ça qu'on progresse. De toute façon, c'est pas dans la facilité qu'on progresse. Hein. C'est justement ça que ça t'apporte. Si tu arrives à rester dans le positif alors que c'est quelque chose de pas agréable, c'est justement ça que ça t'apporte. Et à ce moment-là que ça t'apporte quelque chose qui va être utile pour après. C'est ça. Et c'est là où c'est pas le rôle de l'entraîneur que je préfère parce que souvent, je ne prends pas que du positif en pleine tronche. Mais c'est mon rôle aussi d'absorber ça et de rendre du positif et de montrer que en fait, ça aide. Mais moi, ce que j'aime bien répéter à mes archers, c'est qu'ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui sait ce qu'ils vivent, parce qu'il le fait aussi encore régulièrement et que je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas facile, mais je sais que ça apporte des choses. Alors après, on me croit, on me croit pas, ça c'est autre chose. Bah, Pas très doué. on m'a toujours appris que de toute façon, un entraîneur, il fallait avoir confiance en lui. C'est ça. Donc si tu as pas confiance dans ton entraîneur, c'est difficile de croire dans ce qu'il va te raconter. C'est ça. Par contre, il faut faire attention, oui, il faut croire en son entraîneur, mais il ne faut pas imaginer que l'entraîneur, elle doit être la motivation. La motivation de l'archer, elle vient de l'archer, elle doit être. Alors, il y a deux types de motivation, intrinsèque à l'intérieur de toi et extrinsèque à l'extérieur. Et avant tout, elle doit être intrinsèque. Donc, la motivation, tu dois la trouver à l'intérieur de toi et c'est pas l'entraîneur qui doit être la motivation. La motivation, c'est la soupe à l'oignon le soir. Mais c'est pas l'entraîneur qui fait la soupe à l'oignon. Non. Mais après, je pense que du coup, avec cette émission, je vais passer pour l'entraîneur hyper méchant, hyper machin. Je suis la première à avoir envie d'aller en compète avec des gens que j'apprécie pour passer un bon moment, pour rigoler, parce que j'ai besoin de ça aussi entre les volets pour me détendre, déconnecter. Parce que c'est pas facile d'être entraîneur et archer en même temps, parce que la casquette d'entraîneur, en fait, elle ne vous lâche jamais. Donc, quand je suis sur un pas de tir, j'observe toujours les gens, je vois toujours des choses, et du coup, j'ai toujours ce côté travail qui est là. Mais je suis la première à avoir besoin de ça et à déconner très franchement en compète et j'en ai pas honte. Mais c'est pas parce qu'on déconne entre les volets qu'on n'est pas sérieux et appliqué quand on est sur le pas de tir en train de tirer sa flèche. Et c'est pas parce qu'on déconne tout court qu'on n'est pas sérieux dans sa préparation. Et je dis pas qu'il faut pas aller manger la soupe à l'oignon, hein, mais il faut trouver différents types de motivation. Par contre, il faut savoir pourquoi on le fait. Si on va à cette première compétition là qui avait lieu ce week-end,
c'est parce qu'on a des choses à valider. C'est pas juste pour aller manger la soupe à l'oignon. Il doit y avoir les deux. Donc, d'après ce que vient de dire Stéphanie, si j'ai bien compris, Nico, tu me coupes, mais en gros, tu parles du podcast Entre 2 flèches, entre 2 flèches. Ah, pas mal. Exactement. Alors, plutôt entre deux volets. Entre deux volets, ouais. Sinon, tu vas vraiment te faire défoncer par les autres. Je je vais pas me faire, aimer des arbitres, mais voilà. Faites-le entre deux volets ou entre deux séries ou entre deux concours. Bah, entre 2 flèches. Pour Ouais. rester sur ça, là, ça me paraît même important, en fait, cette notion d'amusement. Alors moi, je suis hyper compétitrice et je ne conçois pas la notion de sport sans compétition et je ne vais pas en compétition pour participer. Je vais en compétition pour participer, non. Je vais en compétition pour gagner, clairement. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, ça doit rester un jeu et un plaisir. Et moi, de plus en plus, je ne parle pas de recherche de perf, mais je parle de jeu de performance, en fait. Il ne faut pas oublier qu'à la base, pour nous tous, moi y compris, c'est un loisir, en fait. Et c'est un loisir qui doit nous apporter du plaisir. Et si on va en compète en serrant la tronche, ça n'apporte pas beaucoup de plaisir et c'est pas drôle et c'est pas agréable pour ceux qui sont autour. Et donc, c'est dommage de perdre du temps à s'embêter à faire quelque chose qui ne nous plaît pas tant que ça. Donc, ça doit rester un jeu, en fait, ça doit rester un amusement et c'est bien de le faire avec des gens qu'on apprécie. C'est bien de, comme tu disais tout à l'heure, hein, d'être accompagné avec des gens du club parce que ça permet de créer aussi une cohésion de club, ça permet de faire avancer le club. Si on peut avoir l'entraîneur derrière, c'est très bien. Mais il faut que ça reste un jeu, il faut que ça reste un plaisir et ça, c'est important. C'est en prenant du plaisir qu'on va réussir à performer. Bon Stéphanie, je te propose, je t'accompagne à ta prochaine compète. Je sais même pas quand elle est encore parce que du coup, j'ai pas encore eu le temps de planifier ma saison. Je viens juste de finir de planifier ma saison de boulot, donc du coup, maintenant, il faut que je cale les compètes là au milieu. C'est ça qui est plus difficile. Bah, tu me diras Mmh, et on c'est et bien. on ira faire une compète entre animateurs de podcast. Ah bah, si tu veux. Nico, il est mort de rire, mais en fait, il ose pas l'ouvrir. Moi, je dis rien. Et ben, elle était bien cette saison sale. Beh, oui. On Elle va attend, être nos- bien. on attend nos objectifs. Non, mais la saison sale de ce soir, qu'on vient de faire là, elle était cool, hein. Bah, Alors moi, je oui. suis super content d'avoir été qualifié en championnat de France senior femme 2, alors que je faisais 450 au début de l'émission, hein. Vraiment. Alors ça, Mathieu, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la Bien sûr. saison sale, des petites choses? des petites choses à rajouter. Alors ouais, j'avais des petites choses à rajouter, La partie un peu règlement qu'il faudrait savoir. niveau règlement, alors pour être complètement, clair avec vous, Nico m'a demandé de faire un résumé sur la tenue de l'archer. Heu, clairement, relisez le manuel de l'arbitre et discutez-en avec votre entraîneur parce que ça change tout le temps et voilà. Alors Heu, l'entraîneur ne pourra rien vous dire là-dessus. Ouais, Alors en fait, l'entraîneur, il a plein d'autres trucs à dire, mais ça, il a pas trop de temps là-dessus, quoi. ce qui est, il y a 3 choses. Sur la tenue, il y a 3 choses qui sont autorisées en fait, des différents éléments, mais la fédé différencie 3 tenues: la tenue de club, la tenue, commerciale et la tenue de sponsor. C'est les 3 choses qui sont autorisées. La seule chose qui est compliquée, c'est la présence de, qu'est-ce qu'une tenue de club, en fait? Qu'est-ce qui est considéré comme une tenue de club? Les tenues ne sont pas déposées, par les clubs à la fédération, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, soit vous avez la tenue fournie pour le club globalement, soit vous avez une tenue de sport un petit peu comme vous voulez, soit vous avez une tenue de sponsor. Alors à peu près la seule qui est particulièrement définie pour le coup, la tenue de sponsor, assez clair. Considéré comme sponsor si vous avez votre nom sur le maillot, qui n'est pas votre maillot de club. Et à ce moment-là, il faut justifier d'un sponsoring pour porter cette tenue, donc avec une attestation de sponsoring de la part de votre ou de vos partenaires. Après, s'il n'y a pas votre nom, c'est considéré juste comme une tenue commerciale, mais c'est utilisé aussi. Bon, je vois pas bien du coup quel est l'intérêt de la différence, mais voilà. Et puis après, c'est la tenue de club qui peut être compliquée, parce que pas de couleur, que le maillot. C'est pas évident. Généralement, c'est précisé sur le mandat, ce qui est autorisé.
Après le mandat c'est le mandat qui fait foi en fait. Si, le club dit, tutu obligatoire et ben, sur chaque compète, vous êtes obligé de porter un tutu pour pouvoir tirer. Ouais, Mettez-nous dans les commentaires si vous avez déjà fait un concours, de tir à l'arc en tutu. Hem, oui, alors, globalement, en tant qu'arbitre, nous, on nous a dit, «Dites à vos clubs de marquer, tenue, suivant règlement FFTA», en fait, sur le OK. mandat. Ah ça se fait plus, il y a encore des clubs qui disent, tenue club ou blanche exigée, par exemple. Oui, mais c'est parce que c'est des mandats qui ont pas bougé depuis 30 ans et voilà. D'accord. Enfin, si tu veux, les arbitres, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, ils étaient en costard-cravate, quoi. C'est vrai, ils étaient canons, hein, c'était classe, hein. C'est rigolo. C'était une autre époque. Oui, c'est vrai. J'avais d'autres choses à rajouter, ouais, pour la Vas-y. salle. C'était plus pour les organisateurs. N'hésitez pas à mettre de la musique dans vos concours salles, entre 2 volets ou choses comme ça. Je vois trop de gens qui débarquent à Nîmes ou qui débarquent sur des tournois et qui ont pas l'habitude de la musique et puis ça met un peu d'ambiance, en fait, dans «la salle» entre guillemets et 2e chose, je sais qu'on fait avec alors je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est les élections municipales qui arrivent bientôt. On n'a pas tous, un éclairage super dans les salles, on n'a pas tous un mur de tir. N'hésitez pas à mettre des projecteurs. Alors moi, je suis plus team, projecteur au-dessus de la cible. Je sais pas vous, ce que vous préférez, mais enfin, si vous avez les moyens et si vous pouvez le faire, au pire, demandez à la mairie s'ils ont pas des projecteurs pour pouvoir mieux éclairer vos cibles. Voilà. Oui, projecteur par l'eau, c'est bien. Et OK. pour revenir sur la musique, moi j'aime bien parce que la musique, ça aide l'archer à se concentrer et ça aide l'archer à se vider la tête en fait, la musique. Et souvent un archer qui tire, où il y a une compète où il y a de la musique, l'archer va avoir tendance à être plus détendu et à moins ruminer ce qui se passe. Majoritairement, c'est pas toujours vrai pour tout le monde, hein, encore une fois, mais Après, majoritairement. évitez, les chansons, paillardes et les chansons débiles qui vous restent dans la tête, style, générique Bumbo Bumbo, Petite automobile, parce que vous allez l'avoir dans la tête, quand vous allez tirer et c'est pas forcément cool. Ouais, faut que ça reste de la musique d'ambiance et pas de la musique qui attire l'attention, quoi. Voilà, c'est ça. Mais mettez de la musique, mettez de la techno, mettez du métal, du rock, mettez des trucs qui passent à la radio, même vous prenez pas la tête. Si vous vous inquiétez pour les droits SACEM, demandez à votre mairie ou demandez à votre office, des sports. En général, ils payent déjà la SACEM, en fait, pour l'ensemble des associations de la ville. Donc vous avez pas à la payer une deuxième fois. Voilà, c'est la petite astuce financière du Très soir. bien, Important. très C'était bien. tout dans les choses que Merci. j'avais à rajouter, dans le concours salle, côté organisateur. Ah si, pensez à bien flécher, l'accès Au gymnase, ouais, à la salle. à la salle, que ça soit de la sortie de l'autoroute, si vous en avez une pas trop loin, ou que ça soit, au sein du complexe sportif, fléchez et puis Mmh. ça au pire, il y a des gens qui viendront parce qu'ils voient les flèches, ils savent pas ce que c'est et puis ça fera peut-être des gens qui feront du tir à l'arc plus tard, mais voilà, profitez-en. C'est vrai. Peut-être faire un petit rajout de l'entraîneur? Sur la saison salle, Ouais, sur ce que tu as dit, est-ce que tu as envie de rajouter un petit truc? et que c'est important de se investir dans ce que vous faites, mais surtout c'est important de discuter avec, l'entraîneur sur, toutes les doutes et les attentes, en sachant qu'encore une fois, l'entraîneur ne peut pas passer non plus des heures et des heures avec chaque archer. Mais en tout cas, il n'y a pas de discussion, entre l'entraîneur et l'archer, ça ne va pas avancer. Donc faut pas hésiter en fait à parler avec l'entraîneur. Par contre, il ne faut pas se reposer que sur l'entraîneur. Il faut savoir aussi s'entraîner en tir libre tout seul comme un grand et accepter que on ne cherche pas à savoir ce qui ne va pas, mais juste on cherche à appliquer ce que l'entraîneur a demandé de faire. Mais globalement, oui, il faut s'investir et puis peut-être que je dirais même plus, il faut croire en ce que vous faites.
Il y a beaucoup trop d'archers, mais de gens, de Français en général, négatifs et qui s'auto-descendent tout seuls comme des gants. On est autonome sur la question, là. Faire l'entraînement, mais de toute façon, ce week-end, je ferai quand même une paille. Ah oui, tu y as pensé, donc oui, tu feras la paille, mais ça c'est sûr. Il y a des gens qui appellent ça faire son Mathieu. Alors arrêtez de faire votre Mathieu, faites-vous confiance et soyez positif. Petit truc que tu as pas dit, Stéphanie, qu'on m'a beaucoup conseillé, emmenez avec vous un petit carnet et notez vos ressentis, notez ce qui vous est arrivé, notez, les choses positives, les choses négatives pour pouvoir, derrière les relire et vous dire, «Bah, ça c'était bien» et moi personnellement, ça me vide la tête de noter des choses et j'arrive sur le pas de tir, l'esprit un peu plus libre. Alors attention à oui, c'est important. Attention à noter, à quel moment vous notez et à ce que ça soit pas de l'auto-analyse en plein milieu d'un tir où vous êtes censé lâcher prise et à noter des choses, je préférerais que vous notiez du positif que du négatif. Le Donc nombre vous de notez. fois les archers qui reviennent et la seule chose qu'ils sont capables de me dire, c'est, «Alors oui, j'ai fait 5-20, mais j'ai fait 2 pailles». En fait, arrête-toi, j'ai fait 5-20. Très bien, comment tu as fait pour faire 5-20? Ah ouais, mais là, j'ai fait 2-10, mais après, j'ai fait une paille. Ouais, d'accord, mais tu as fait 2-10. OK? Et en fait, moi, je m'amuse à faire le jeu avec mes archers où à l'entraînement, je leur demande de tirer, ils vont faire un tir compté, ou pas forcément hein, d'ailleurs, mais un tir en zone. Et je leur demande à chaque fin de volée de noter 1 à 3 choses positives qu'ils ont réussi à faire pendant la volée. C'est compliqué. Par contre, souvent, vous leur demandez une chose négative, il y en a 10 qui apparaissent en fait, et ça a pas d'intérêt le négatif. En fait, j'ai fait une paille. OK, tu as fait une paille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir pourquoi la paille elle a été faite. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui a été fait derrière pour que la pêche elle retourne dans la zone de réussite. Je me suis remobilisée, j'ai été positive, je me suis dit que j'étais capable de le faire, je me suis réappliquée sur la stratégie de tir, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça qui fait avancer. Partir du négatif, ça ne me pose pas de problème si derrière il y a une solution qui m'a permis d'aller plus haut. Mais notez, moi je suis quelqu'un qui note beaucoup de choses aussi, c'est important, mais attention, ça ne doit pas devenir de l'auto-analyse en plein milieu d'un tir compté. Et vous êtes censé juste appliquer la stratégie de tir. Très bien. On va conclure. On va passer à la carte blanche. Action. Voilà. Top antenne. Je vais tous les laisser. On n'a pas tiré à pile ou face. Je vais choisir. Mathieu, ta carte blanche. Alors, De quoi tu veux nous ma carte parler? blanche, elle est noire, ce Oh, mois-ci. trop Je triste. suis désolé, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, enfin, c'est des nouvelles. Vous Ok. connaissez tous, Tir à l'arc magazine. Ah oui. Donc Tir à l'arc magazine appartient à un groupe, d'entreprises et cetera et alors c'est, le groupe, c'est les éditions, Crépin-Leblond. Et donc ils ont été mis en liquidation judiciaire le 24 septembre. Donc on n'en a pas parlé lors de la dernière émission parce que, voilà. Ça signifie que pour l'instant, il y a pas de numéro qui sort. Ça signifie qu'il y aura peut-être des repreneurs. Ça signifie qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'avenir de Tir l'Arc Magazine. Donc voilà, je voulais en parler. On attend pour l'instant, surtout les gens qui travaillent pour Tir l'Arc Magazine. On attend de savoir, où est-ce qu'on va, enfin où est-ce qu'ils vont et ce qu'ils vont devenir. Mais bah, je voulais en parler parce que, bah, c'est un peu triste parce qu'on a perdu le magazine de la revue fédérale il y a quelques années et aujourd'hui on perd Tir à l'arc magazine et voilà, pour Pour faire le court. pour la petite histoire, pour la partie historique, on a été un peu en lien avec Tir l'Arc Magazine. Il y a une période où ils nous ont un petit peu aidés. On a fait gagner des abonnements, je crois, Tir l'Arc Magazine. C'est ça, Et, ils ont fait un article sur nous, à une époque, donc et voilà. puis on a eu plusieurs fois Pierre Lansac, qui est photographe et journaliste à Tir l'Arc Magazine, qui est intervenu dans l'émission également. Alors il est rédacteur en chef, exactement, Voilà, carrément. Donc, carrément. carrément. Je sais qu'on avait fait une émission photo avec lui, photo du tir à l'arc. Mm.
Très bien. Ben, on leur souhaite beaucoup de courage en Ouais. Et puis espérant on qu'il y a un repreneur qui se présente, qui toque à la porte. c'est ça, puis on vous tiendra au courant si on a des nouvelles, d'ici là. Stéphanie, ta carte blanche. Et moi, c'était un petit, je sais pas si je vais appeler ça un. En fait, c'est juste, en tant qu'entraîneur, j'avais envie de rappeler au club, qu'il faut faire attention à la surcharge, des groupes, d'entraînement. Alors Mmh. j'entends que les clubs, prennent, parce qu'ils ont besoin d'adhérents, j'entends qu'il faut encadrer les adhérents, les accompagner, ça j'entends, il y a pas de problème. Mais, on peut pas demander, la lune quand, le groupe, est trop surchargé ou trop, varié en termes de niveau et de pratiques, sportives, parce que ça demande énormément de boulot en fait, à l'entraîneur et que moi aujourd'hui, tous les entraîneurs que je connais, on n'est pas magicien et c'est pas possible en fait de faire un boulot, correct, quand les groupes sont surchargés. Alors souvent, on dit qu'il ne faut pas dépasser 12 personnes, parce que 12 personnes, c'est déjà pas forcément facile à encadrer. Mais c'est la limite, en fait, pour commencer à plus avoir de travail pertinent. Quand il y en a plus, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des choses en place et donc on atteint moins les objectifs. Et surtout, il faut arriver à faire les calculs que certains de mes clubs ont eu là cette année. C'est qu'en fait, quand on a 2 heures d'entraînement, qu'on a 16 personnes qui mettent à peu près 1 minute 45 à 2 minutes 15 pour aller chercher les flèches. On fait le calcul de 2 heures moins tout ce temps de ramassage des flèches par archive. En fait, les archives ne voient l'entraîneur que quelques minutes dans la séance et moins de 5 minutes pour la majorité des clubs. Donc, quand on surcharge trop, ben, en fait, 5 minutes avec un marché, c'est pas beaucoup pour pouvoir donner la consigne, vérifier que la consigne est mise en place, et faire évoluer la consigne, et pouvoir discuter des objectifs, et pouvoir demain. Donc, en fait, faites attention. J'entends que c'est pas facile, j'entends qu'on fait comme on peut, mais nous aussi, on fait comme on peut avec le nombre de personnes qu'on va avoir dans les clubs. Voilà. Prenez soin de vos entraîneurs. Ouais. Écoutez-les un petit peu. Faut travailler en discussion avec l'entraîneur. La motivation, elle peut aussi se perdre chez l'entraîneur. C'est vrai. Moi, ma carte blanche, je vais rester sur le matériel, parce que pour le coup, on est sur un. On parlait tout à l'heure, on va arriver sur la période où vous allez commencer à vouloir régler vos arcs. Juste vous rappeler qu'il n'y a pas il y a pas de bible de réglage d'arc du matériel. Personne n'a la vérité absolue sur le réglage de votre arc. On ne peut pas vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Ceux qui veulent régler leurs arcs, prenez des infos à différents endroits, essayez de compiler. C'est facile de tomber sur un test qui est expliqué à l'envers. C'est arrivé déjà plusieurs fois dans le milieu du tir à l'arc, sur un test très connu de réglage du berger Button. Mais voilà, faites des tests, essayez. Voilà, le tir à l'arc, à part essayer, il n'y a pas de règle. Il faut faire des tests, voir comment l'arc réagit, voir comment les flèches réagissent. Et il n'y a que comme ça que vous saurez comment régler votre arc. Y aller petit à petit, à tâtons. Et voilà, mais on ne peut pas vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a trop de. C'est pas possible, on ne peut pas le savoir, quoi. Dans les clubs, il y a des archers expérimentés, des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais ce qui marche pour eux ne marche pas forcément pour vous, et sa configuration ou ce que lui a fait ne sera pas forcément valable pour vous. Euh, et essayez d'avoir un petit peu d'esprit critique et de voilà, par rapport à ça, pour que vous puissiez partir en compète avec un arc réglé dans lequel vous ayez confiance et faire une belle saison. Il faut Voilà. poser les questions aux bonnes personnes et il faut se renseigner parce que là aussi, les comités départementaux et régionaux organisent aussi des stages de réglage Par exemple, pour apprendre à gérer son arc. Je vais compléter ce que disait Nico, il n'y a pas de vérité absolue, mais si vous regardez, votre arc et celui du voisin, vous avez peut-être pas la même poignée, vous avez peut-être pas les mêmes branches, peut-être pas le même berger, peut-être pas le même, viseur, la même allonge, la même puissance, le même stab, enfin et là je pars juste sur un classique. Donc et en un fait, truc vous qui est pouvez pas sûr, régler pareil. c'est que vous avez peut-être pas le même matériel, mais c'est sûr que c'est pas le même marché. Donc de toute façon, l'arc sera pas réglé pareil. Exactement.
C'est ce que je disais, hein, pas la même puissance, pas la même Voilà. allonge, donc Même forcément à ça marche pas. partir du moment où même si vous avez exactement le même matériel que le voisin, vous êtes différent, donc l'arc sera arrivé de façon différente. C'est pas la même manière de tirer, pas la même taille de palette et pas la même rigidité de cuir, mais il y a plein de choses qui rentrent. Donc, faites des tests et allez-y, à tâtons et tranquillement et tout se passera bien. Est-ce que ça vous va comme saison sale? Mais c'est pas mal. Moi, je trouve qu'on est bien. Bah, ouais, elle va être bien cette saison sale. Elle va être bien, elle va être chouette. Et bien, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Enfin, pour nous, ça sera une fin de soirée. Pour vous, peut-être une bonne fin d'embouteillage le matin en allant au travail ou l'après-midi pendant la sieste ou je sais pas, quand vous voulez. Dites-nous si sur la page Facebook, n'hésitez pas à nous envoyer. Expliquez-nous quand est-ce que vous écoutez. Est-ce que vous écoutez en vidéo? Enfin, est-ce que vous mettez la vidéo? Est-ce que vous écoutez en podcast? Et est-ce que vous écoutez dans la voiture, chez vous, dans la cuisine ou, voilà, si vous écoutez en groupe, vous vous réunissez pour faire des réunions parce que c'est la sortie d'Entre deux flèches, comme on faisait quand c'était pendant le Covid, quand c'est Game of Thrones qui sortait, on se retrouvait pour à l'épisode le lundi matin. Voilà, n'hésitez pas donc à Covid, pas apparemment, mais bon. n'hésitez pas à aller regarder sur la boutique. On remettra le lien sur les podcasts et sur la vidéo, le lien pour la boutique. Il y a des mugs, des t-shirts, des sweats. Il y a plein de choses à retrouver donc sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook, la vidéo sera sur YouTube. Après, sur toutes les plateformes de podcast, quasiment, Apple Podcast, Amazon, Spotify, Deezer. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui existent. Je suis pas très au courant de tout ça. Ouais, mais on est sur les principales. Sur les principales, de toute façon, vous aurez moyen de nous trouver. Voilà, hésitez pas, on a eu un petit souci là, sur la dernière sortie, au niveau des podcasts, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en disant: «Ah, je comprends pas, c'est pas sorti». Si vous êtes sur Deezer, c'est peut-être normal, il y a un délai de 24, 48 voire 72 heures avant que ça sorte, Ok. mais normalement sur les autres plateformes, ça sort le dernier jeudi du mois. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à parler du podcast avec vos potes. Entre deux flèches. Entre les volets. Entre les volets. Entre la dernière flèche de la volée d'avant et la première flèche de la volée d'après. C'est ça. Salut à tous. Salut! À bientôt. Ciao. Ouais.